Bienvenue à cette brève communication consacrée au lancement de la revue Kumaba, une revue éditée par l'association GLI, le chemin de la connaissance. Alors je commencerai naturellement par me présenter. Mon nom est Dibamba Rimbok, je suis écrivain, historien, conférencier d'origine camerounaise, auteur d'un certain nombre d'ouvrages maintenant qui portent sur les humanités classiques africaines ou les humanités fondamentales. Et l'essentiel de mon travail porte en réalité sur les relations que l'Égypte pharaonique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Alors ici à l'image, vous avez la première de couverture de la revue Kumaba, et la première édition que nous avons souhaité consacrer aux origines égyptiennes des Mandingues. Et cette communication qui va être brève en fait est un survol d'un sujet que nous abordons dans le cadre de cette revue. Nous avons souhaité en fait familiariser le public non seulement avec la revue en tant que telle, mais également avec la matière, disons, qu'il pourrait être amené à rencontrer au sein de cette revue que nous souhaitons novatrice. Et naturellement, nous vous invitons à vous abonner à cette revue, car naturellement c'est à travers vos abonnements que nous aurons la possibilité de la faire prospérer, et voilà ce que nous souhaitons pour cette année 2020. Voilà, donc naturellement nous avons un sommaire consacré à cette première édition. Le sommaire se décline comme suit: la Haute-Égypte, un royaume soso. C'est le sujet que nous allons brièvement aborder aujourd'hui, naturellement sans aller dans le détail, puisqu'il n'est pas nécessaire dans le fond d'aller dans le détail, mais nous souhaitons simplement apporter quelques éléments pour dire aux uns aux autres un peu ce qu'ils sont censés retrouver dans cette revue. Donc la Haute-Égypte, un royaume soso, le nom des pharaons mandingues de la 18e dynastie, Harpocrate ou Sundiata, l'enfant Dieu, le pilier Djed et les 7 dios du Mandé. Par dio, bien sûr, on entend les sociétés initiatiques du Mandé. Nous montrerons dans le cadre de cette étude en fait les relations que le pilier d'Osiris entretient avec les sociétés initiatiques du Mandé. Et enfin, nous allons parler des hiéroglyphes du copte et des langues mandingues, qui est un sujet évidemment important, puisque nous allons montrer dans le cadre de cette étude les relations que les langues mandingues entretiennent avec non seulement le copte, qui passe pour être le stade final de l'égyptien pharaonique, mais bien sûr les caractères sacrés égyptiens, donc les hiéroglyphes. Et bien sûr, pour toute question ou toute information concernant cette revue, prière d'écrire à l'adresse suivante: les cahiers njeri@gmail.com, notamment pour des questions liées à l'abonnement. Donc prière d'adresser vos courriers à l'adresse lescahiers@gmail.com, tel que naturellement cette adresse paraît ici à l'écran. Lorsqu'on aborde la question de la royauté en Égypte pharaonique, naturellement il est question de considérer la titulature des rois. Et dans le cadre de cette titulature, il existe un nom associé à ce symbole que je présente ici à l'image. C'est un nom de couronnement, le nom du roi, qui paraît ainsi sur les bas-reliefs lorsqu'on se rend en Égypte. Évidemment, c'est un groupe de signes, on va dire, qu'on rencontre assez souvent associés au nom du roi. Et dans le cadre naturellement de l'égyptologie, on a pu comprendre que ce groupe exposait, on va le dire de cette manière, exposait donc le jonc d'une part et l'abeille d'autre part. Et vous verrez donc parfois traduit ce groupe par celui du jonc et de l'abeille lorsqu'on parle du roi. Et lorsqu'on translittère en fait ce groupe, nous aurons donc une solution Nesut Biti pour parler donc du roi de la Haute et de la Basse Égypte, puisqu'évidemment ces symboles, vous l'aurez compris, incarnent pour le jonc la Haute Égypte et pour l'abeille la Basse Égypte. Donc c'est un symbole en fait qui se rattache à l'unité qui est censée incarner le roi, puisqu'on trouve ces symboles naturellement associés au nom du roi lui-même. Et je le répète, donc vous avez d'un côté le jonc qui est le symbole de la Haute Égypte, et de l'autre côté vous avez l'abeille qui est le symbole de la Basse Égypte. Les égyptologues traduisent ce groupe par celui du jonc et de l'abeille,
lorsqu'il est question de translittérer, c'est-à-dire d'attribuer des valeurs alphabétiques aux signes gravés, eh bien, nous aurons une solution avec Nesut Biti. Ce sont des termes qui existent dans le domaine de l'égyptologie. Bien sûr, ce sont des conventions qui n'existent pas dans la vraie vie. Nous allons aujourd'hui montrer en fait de quoi il s'agit et quel symbolisme il faut associer à ces signes. Et je répète que l'étude que nous allons conduire aujourd'hui brièvement fait partie en fait du premier article qui porte naturellement sur le questionnement qui consiste à savoir si la Haute-Égypte était un royaume soso. Nous allons aborder ceci naturellement dans le détail, mais sans insister, vous aurez compris, puisque le but pour nous est évidemment de vous familiariser avec cette revue, et ce n'est qu'à travers la lecture que nous aurons encore les moyens les plus sûrs pour comprendre précisément ce que nous allons ici survoler. Voilà, donc en Égypte antique, il y a plusieurs manières de représenter donc ce symbolisme. Lorsqu'on parle de la Haute et de la Basse Égypte, ici je présente au centre de l'image une scène qui est importante. C'est une scène qui représente ce que l'égyptologie appelle la Sématawi ou le Sématawi. Les deux formes sont admises. C'est un terme conventionnel, comme je dis, qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui est utilisé en égyptologie pour marquer ce symbole qui caractérise l'union de la Haute et de la Basse Égypte. Alors cette union, bien sûr, ici est représentée par deux personnages importants qui sont des divinités du panthéon égyptien. Donc à droite, vous avez une divinité qu'on appelle Seth, qui représente la Haute-Égypte, et à gauche, vous avez une divinité qu'on appelle Horus, qui représente la Basse-Égypte. Alors le rapport qui unit ces deux personnages, c'est un rapport d'avuncula, c'est le mot français pour traduire ce type de relation, donc relation entre l'oncle maternel et le neveu, et ils sont en train de tirer à une corde, et vous avez également de part et d'autre de cette scène les plantes héraldiques qui représentent la Haute-Égypte. Pour ce qui concerne Seth, c'est le jonc, et la Basse-Égypte, pour ce qui concerne Horus, bien sûr, c'est le papyrus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Haute-Égypte et Basse-Égypte? La Haute-Égypte, c'est le territoire en fait limitrophe à la Nubie, au Soudan actuel. Donc, c'est un territoire qu'on trouve limitrophe ou attaché au Soudan. Et bien sûr, la Basse-Égypte, c'est le delta. Grosso modo, il est parfois question de la moyenne Égypte, mais ce sont là des considérations qui sont essentiellement égyptologiques et qui ne rentrent pas, on va le dire, dans le discours ou la dialectique politique de l'Égypte pharaonique, qui n'a distingué que deux territoires, donc la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et le moment de l'unification de ces deux territoires est symbolisé donc par cette scène qui peut être décrite de plusieurs façons. Et, étant donné que ce n'est pas le sujet, je n'irai pas dans le détail aujourd'hui. Et cette scène est donc appelée la Sématawi. Il faudrait mettre des guillemets car c'est un terme conventionnel qui correspond à une institution africaine bien connue, mais puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur ces questions. Voilà. Donc, vous avez donc ici cette dialectique qui est incarnée par, on va dire, une dualité symbolique et qui est constante. Le nord et le sud. Le nord étant la Haute-Égypte, le nord étant le delta, et le sud, bien sûr, la Haute-Égypte. Alors, vous avez la Haute-Égypte qui est incarnée par le lotus, que moi j'appelle le jonc, mais on peut parler de lotus, parce que c'est un terme qui existe dans le cadre de l'égyptologie. C'est pour les références, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, bien sûr. Alors, on parlerait donc du lotus qui incarne ou représente ou symbolise le sud, c'est-à-dire la Haute-Égypte, et le nord est symbolisé par le papyrus, le nord étant le delta. La même chose est effective avec les couronnes. Donc vous avez la couronne blanche qui incarne la Haute-Égypte et la couronne rouge qui incarne le delta, la Basse-Égypte. Au niveau des symboles associés à des divinités, donc vous avez le vautour qui incarne la Haute-Égypte, c'est-à-dire le sud, et vous avez le cobra qui incarne la Basse-Égypte. Et enfin, vous avez donc le jonc et l'abeille. Et c'est sur cet élément que nous allons insister aujourd'hui pour comprendre en fait pourquoi l'Égypte pharaonique a tenu
tout au long de ton histoire à distinguer en fait ces deux territoires. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? D'accord? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que lorsqu'on vous dit par exemple celui du jonc et de l'abeille, ça ne nous dit pas grand-chose, puisque nous avons sous les yeux effectivement un jonc et une abeille, donc ce n'est pas une information qui vient pour nous préciser quelque chose. Lorsqu'on parle de Nesut Biti, c'est une convention en égyptologie, c'est pas un mot, c'est pas une structure phonétique qui rend compte d'un mot qui existe dans la vraie vie, même si naturellement on peut comprendre que ces formules contentent l'égyptologue, mais nous allons voir aujourd'hui en fait de quoi il s'agit. C'est le but réellement de cette brève communication qui porte donc, je répète, sur le premier article qui paraît donc dans cette revue, Kumaba, première édition, éditée par l'association JLI et consacrée donc aux origines égyptiennes des Mandingues. La première chose qu'il faut considérer, bien sûr, c'est le vocabulaire. Il faut toujours, d'après ce que nous avons compris depuis que nous travaillons dans le cadre de la méthode Kuma, la méthode Kuma qui est la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes, eh bien, nous avons compris l'importance qu'il faut accorder au vocabulaire. Parce que cette plante qui est appelée le jonc, en fait, bien sûr, sollicite une structure phonétique qui est SWT, qui est l'ussout, mais c'est une plante qui a un nom, qui correspond au copte so, qui désigne le jonc. D'accord? Donc, je reprends, car c'est la base pour comprendre, parce qu'une fois que vous avez compris ceci, vous allez comprendre le développement qui va suivre. Et vous allez comprendre précisément à quoi renvoie donc ce symbole qui incarne donc la Haute-Égypte. Donc, vous avez donc une plante qui passe pour être un jonc. Elle est, disons, non identifiée. Voilà, on va dire ça comme ça, puisque ce n'est pas une plante qui a été répertoriée. Mais nous savons qu'elle existe, et dans le cadre des correspondances entre l'Égyptien pharaonique et le copte, eh bien, cette plante correspond au copte So. Le copte s'écrit de cette façon. C'est un alphabet qui, l'alphabet copte utilise disons les lettres de l'alphabet grec, hormis 6 ou 7 lettres qui sont typiquement égyptiennes. Et bon, voilà, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire réellement de faire un cours sur le copte, mais c'est simplement pour que vous puissiez lire ce qui est écrit ici à l'image. Donc ça se lit so, et c'est le terme copte pour le jonc. Donc vous voyez déjà qu'au niveau de la translittération, bien sûr, le T est muet, puisque le T, on le sait, correspond à un signe qui passe pour une galette de pain. En fait, c'est le to, qui est un plat bien connu dans la culture mandingue en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, Mali, etc. C'est un plat qui s'appelle le to, donc c'est de là que vient la valeur T attribuée à cette lettre qui incarne, ou en tout cas qui symbolise le féminin. C'est la désinence pour le féminin, c'est-à-dire la terminaison pour le féminin en égyptien pharaonique. Cela veut dire que cette plante est au féminin. En fait, c'est une plante qui porte un nom féminin pour être complet. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller réellement dans ce type de détails, puisque il suffit simplement de solutionner ce signe à partir du vocabulaire pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, ce signe correspond au copte, je le répète, so, qui désigne donc le jonc. Et quelle est la conclusion, la conséquence déjà qu'on peut observer? On observe que on utilise ce signe en fait pour traduire la notion de royauté en égyptien pharaonique. Donc pour dire le roi dans le contexte égyptien, on utilise donc cette plante qu'on associe à un sémanthème qui est le sémanthème de la royauté, donc un personnage assis avec le sceptre de la royauté, donc personnage qui porte l'uræus, la barbe recourbée, etc. Donc ce sont des détails qui permettent de distinguer le roi. Cela veut dire quoi concrètement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien sûr, des hiéroglyphes? Il ne faut pas être impressionné par ce que vous avez sur les yeux, car c'est relativement simple. En fait, vous avez donc la plante suivie donc de la désinence pour la forme du féminin. Ça veut dire que cette plante est au féminin, c'est un mot féminin. Et vous avez le déterminatif. Donc ce signe qui suit ce personnage assis est appelé un déterminatif. Le déterminatif ne se prononce pas. Je mettrai des guillemets, mais il faut comprendre que le déterminatif n'affecte jamais ce qu'on appelle la translittération. C'est la raison pour laquelle on translittère ce groupe so ou nesut, dépendamment des translittérations. On peut translittérer sout ou nesut. Voilà pourquoi on dira nesut biti par ailleurs, puisque biti est censé être le rendu du nom de l'abeille. Voilà. Donc, pour être clair, je reprends. Vous avez donc cette plante qui incarne, je le répète, la
Haute-Égypte qui sert à désigner le roi. Et cette plante, je l'ai dit, c'est une plante qui porte un nom dans la vraie vie. Cette vraie vie commence avec le copte. Parce que quand je dis soute, je suis dans la translittération. C'est une convention entre égyptologues. Mais cela n'a de conséquence que lorsqu'on s'intéresse à ce que font les égyptologues, bien entendu. Alors, moi j'ai la prétention de populariser ces humanités fondamentales et je ne souhaite pas en faire un corpus pour initier. Je souhaite réellement que chaque personne qui puisse avoir quelques éléments comme ça de langue en Afrique puisse comprendre et en fait saisir l'intelligence des caractères sacrés égyptiens. C'est la raison pour laquelle je ne m'adresse pas qu'aux égyptologues. C'est bien pour cette raison également que j'ai toujours tendance, et je le fais à dessein, de simplifier mon discours. Je n'utilise pas de termes techniques quand ce n'est pas nécessaire et je m'attelle plutôt à décrire les choses de manière tout à fait simple parce que je souhaite que les uns et les autres puissent se familiariser avec ce corpus, en fait, qui est le corpus de notre ancestralité, et c'est ce corpus qui va nous permettre de rénover nos sciences sociales, humaines, exactes, etc. Donc c'est important que chacun ait vraiment une facilité par rapport à ces questions. La raison pour laquelle voilà, je m'exprime généralement avec des mots simples. Donc je dis que nous avons donc cette plante qui est le symbole de la Haute-Égypte et qui permet de désigner le roi. Ici, vous avez donc un groupe d'idéogrammes, un groupe de signes qui permet de désigner le roi. Et on sait que c'est le nom du roi à cause du déterminatif, donc il représente un personnage assis avec les attributs de la royauté. Et cette plante, je le répète, correspond donc au copte So, au copte So qui est le nom du jonc en copte. Maintenant, je prends le dictionnaire Mandingue. Et vous allez comprendre à partir de quel moment tout ceci devient intelligible. D'accord? Si je prends le dictionnaire Mandingue, à l'entrée So, qu'est-ce que je découvre? En fait, il y a plusieurs manières de le dire. Alors, vous avez ici le premier So, entre guillemets, on met SO et -N, c'est parce que, en fait, ce N est ce qu'on appelle... c'est un phénomène en linguistique qu'on appelle la nasalisation. Bon, ce sont des mots un peu sophistiqués, pour simplement indiquer que ce N en fait ne fait pas partie de la racine. Là, je simplifie réellement parce que cette sorte de vague que vous voyez au-dessus du O, c'est le signe de la nasalisation. Donc, c'est une nasale en fait. Ça veut dire qu'en réalité que le N soutenu par cette sorte de vague en fait ne fait pas partie, n'affecte pas la racine du mot. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez donc au sein des langues mandingues son. Ils doivent le dire de cette façon, son, ou so, ou sou. Voilà. Donc voilà les formes qui sont induites ici dans le dictionnaire mandingue. Et en tous les cas, ce qui nous importe bien sûr, c'est la signification. Mais déjà, vous avez un phénomène. C'est important de comprendre pourquoi je fais quand même ce déplacement. Parce que si vous n'êtes pas familier de la méthode Kuma, vous n'allez pas comprendre pourquoi je passe du jonc qui s'appelle so en copte au mot so qui est un homophone en fait au sein des langues mandingues. Et c'est parce que en réalité, et je l'ai souvent décrit dans des communications précédentes, la clé de lecture des caractères sacrés égyptiens, c'est l'homophonie. L'intelligence des caractères sacrés égyptiens repose sur l'homophonie pour plusieurs raisons. J'aurais probablement le temps d'y revenir, et puisque je ne souhaite pas être long aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas faire un cours ici sur les hiéroglyphes, mais il est question naturellement de comprendre ce que je dis et de considérer cela avec autorité, car ce que nous disons ici, nous sommes ici dans le domaine des certitudes. Ce ne sont pas des lieux où on est encore en train de se poser des questions pour essayer de comprendre. Nous avons compris comment cela fonctionne, et ce que nous disons d'ailleurs, vous allez le vérifier par vous-même à travers ce petit exercice qui porte donc sur la plante soi-disant jonc, qui est le symbole donc de la Haute-Égypte et bien sûr le symbole de la royauté en Égypte pharaonique. Donc, vous avez donc un phénomène d'homophone parce que vous devez savoir que parmi les éléments qui sont traduits par so dans les langues mandingues surviennent ce qu'on appelle des idées abstraites. C'est la raison pour laquelle on utilise un objet concret, c'est-à-dire un jonc que chacun sait nommer. Il va s'appeler so, notamment en copte. Je ne l'ai pas dit, mais vous devez savoir que la langue copte et les langues mandingues entretiennent une relation étroite. Je ne le dis pas comme ça sans savoir le démontrer. Nous savons le démontrer parce que nous avons déjà parlé de cela dans des communications précédentes. C'est la raison pour laquelle
Nous n'insisterons pas ici sur ces éléments et dans tous les cas, ce sont des éléments que nous traitons. Bien entendu, dans la revue, donc nous apportons des éléments pour montrer en quoi, en fait, les dialectes, entre guillemets, du mandé, c'est-à-dire le bambara, le malinké, le soninké, etc., eh bien, c'est du copte. Voilà. Et ce que nous disons, nous l'appuyons avec des faits qui ont été répertoriés ou enregistrés par des linguistes de haut vol, notamment Lilia Somberger, qui était une linguiste franco-britannique qui a exercé dans les années 20 et qui a déjà abordé ces questions dans son travail. Donc, ce qui est important ici, et la raison pour laquelle on fait ce déplacement, c'est que on ne peut pas représenter des notions abstraites. Or, le système hiéroglyphique, c'est un système basé sur des dessins, hein, pour dire simplement les choses. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, exprimer l'idée de soumission, l'idée de caractère, de volonté, de consentement, qui sont des concepts, on ne peut pas procéder autrement qu'en utilisant un objet qui porte le nom de cette idée dans la langue. C'est la raison pour laquelle on fait donc ce déplacement entre l'objet concret vers la notion abstraite. Donc l'objet concret, c'est quoi? L'objet concret, c'est le jong, qui s'appelle so, en copte notamment, et on se rend compte qu'en réalité, eh bien, ce mot so traduit au sein des langues mandingues les éléments suivants: cœur, au propre et au figuré, foie, antilope à cornes écartées en forme de cœur, caractère. Je rappelle d'ailleurs que également dans les langues du domaine bantou, notamment en bassa, les langues Fang, etc., So, c'est le nom de l'antilope. Hein. Donc, je le dis comme ça en passant parce que vous devez savoir, et je le répète, que en fait, les Africains parlent la même langue. Ils n'en ont pas toujours conscience puisque nous n'avons pas appris cela à l'école, mais dans le cadre du travail que nous faisons, nous sommes ici en train de dire, en fait, d'enfoncer des portes déjà largement ouvertes parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ce que nous disons. C'est simplement pour ceux qui découvrent en fait ce travail, eh bien, ils doivent comprendre que il y a tout un monde à découvrir hein, lorsqu'on s'intéresse à ce que j'appelle les humanités fondamentales. Le professeur Cheikh Anta Diop, bien sûr, parlait d'humanité classique africaine. Donc, So désigne le cœur, au propre et au figuré, le foie, l'antilope à cornes écartées en forme de cœur, le caractère, la volonté, le consentement, l'acceptation, le don fait de bon cœur, l'offrande, le sacrifice, la libation, la gratification, le cadeau, la soumission. Et c'est également un titre donné autrefois au suzerain et équivalent à seigneur. Voilà, donc c'est cette dernière sortie en fait qui nous intéresse et qui explique pourquoi vous retrouvez dans le système hiéroglyphique, eh bien, cette syllabe so, bien sûr, à travers le copte assumé par le jong, associé donc à la royauté. C'est la raison pour laquelle vous avez ce jong, je mettrai des guillemets, qui est donc associé à la royauté en égyptien pharaonique. C'est parce que au sein des langues mandingues, eh bien, la syllabe so, incarnée par ce jong, puisque le jong s'appelle so en copte, et je le répète, le copte présente des affinités remarquables avec les langues mandingues, eh bien, dans les langues mandingues, so, qui est un homophone de so, de jong, signifie titre donné autrefois au suzerain, c'est-à-dire au roi, il ne faut pas avoir peur des mots, et équivalent à seigneur. Donc, lorsqu'on vous présente donc ce signe avec comme déterminatif ce personnage qui présente les attributs de la royauté, eh bien, vous devez savoir que cela se traduit en français par roi, seigneur, etc. Ok? Donc, si ce que je dis est clair, je vais simplement le répéter pour m'en assurer. Je dis que en égyptien pharaonique, bien sûr, l'élément avec lequel nous travaillons, c'est le hiéroglyphe. Le hiéroglyphe, c'est un dessin. Mais, naturellement, lorsqu'on parle une langue, nous avons au sein des langues des notions, on va dire concrètes, et des notions abstraites. Dans le cadre d'un système basé sur le dessin, nous n'avons pas d'autre choix que de représenter des notions abstraites à partir d'objets concrets, puisqu'il faut savoir le dessiner. Donc, ce que le scribe fait, c'est qu'il cherche dans sa langue un objet concret que chacun sait nommer dans sa langue. En l'occurrence, ici, il s'agit du jong. Il sait que dans sa langue, le jong se dit so, notamment en copte, pour dire les choses clairement. Et il sait que ce mot, dans
les langues qu'il comprend et qu'il parle avec ses congénères, ses compatriotes, ses concitoyens, eh bien, ce mot renvoie à l'idée de Seigneur, qui est un concept abstrait. Donc, on ne peut pas dessiner l'idée de Seigneur. C'est la raison pour laquelle il se base sur un objet que chacun sait dessiner et chacun sait identifier dans la langue. Donc, ce n'est pas le genre en lui-même qui est important dans ce contexte, c'est le nom qu'il porte qui est important dans ce contexte. Cela suppose donc qu'il faut parler une langue africaine pour comprendre ce que le scribe est en train de dire. Donc, quand je dis Nesut Biti, allez donc, je vous donne un exercice simplement pour vérifier ce que je dis. Posez donc la question à un égyptologue de votre connaissance, il y en a un certain nombre, y compris dans les réseaux sociaux, les départements d'égyptologie que nous pouvons fréquenter. Posez donc la question de savoir ce que veut dire, ce qu'ils entendent par Nesut. Ils vont vous dire que Nesut, bien sûr, ça signifie roi. Mais sur quelle base ils ne pourront pas... Je veux dire, il n'y a pas de perspective. Parce que ce qu'ils disent, tout le monde peut le constater, puisqu'on remarque que effectivement, c'est un thème qui est associé à un déterminatif qui représente un personnage avec les attributs de la royauté. Donc, on n'est pas savant en disant que ce Nesut, entre guillemets, renvoie à la royauté. Ce n'est qu'un fait observable par tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de la notion de royauté, eh bien, tous les éléments que je suis en train de citer ici, cœur, foi, antilope, volonté, consentement, acceptation, soumission, offrande, sacrifice, il faut savoir que dans la compréhension du concept de la royauté illustré ici par le scribe, eh bien, tous ces éléments rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire le sacrifice, la soumission, la gratification, etc. Le don fait de bon cœur, ce sont des notions qui sont de facto associées à la royauté. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un système homogène et cohérent. De bout en bout, il ne faut pas exclure d'autorité certains éléments parce que nous ne voyons pas a priori les relations qui existent. Mais croyez-moi, je parle avec autorité sur ces questions parce que ça fait quand même un certain nombre de temps déjà que je m'occupe de ces questions. Et je sais que ceux qui sont avec nous en cours, bien sûr, savent que ce que je dis là est tout à fait fondé. Eh bien, croyez-moi, il ne faut pas se limiter simplement au son. Il y a toute une philosophie qui soutient cela et d'ailleurs, on va le découvrir. Donc, pour ce qui concerne donc cette démonstration, si ce que je dis est clair, eh bien, on va avancer. Mais je vais quand même m'assurer encore une fois, j'espère, parce que je veux que chacun ait les éléments essentiels pour comprendre la suite. Eh bien, parce que c'est pas toujours évident de faire ce lien entre l'objet décrit et l'objet abstrait. L'objet décrit, c'est le genre qui s'appelle So. L'objet abstrait, c'est le seigneur, le roi, etc. Le suzerain, l'empereur, qui se dit également So. Voilà pourquoi on utilise donc le genre pour représenter, symboliser le roi. C'est la naissance même des symboles. Et il faut savoir que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, c'était les maîtres du symbolisme. C'était les maîtres du symbolisme, réellement. Et cela est manifeste à travers notamment l'écriture géniale qu'ils ont su inventer, qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes. Bien entendu. Donc, nous avançons. Maintenant, nous poursuivons dans le dictionnaire mandingue au niveau maintenant des compositions dans lesquelles entre ce mot So. Et qu'est-ce qu'on découvre? Réellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez le sentir, car mon âme l'a senti lorsque je l'ai vu. Ça a vibré jusque dans mon âme, au plus profond, parce que ce sont des choses extraordinaires. J'aurais souhaité que notre grand maître Cheikh Anta Diop soit là pour voir le résultat de son travail, car n'oubliez pas que le travail que nous faisons s'inscrit quand même dans le sillon du professeur Cheikh Anta Diop, et j'espère que là où il est, eh bien, il voit combien il avait raison. Donc, quand nous considérons les compositions dans lesquelles entre ce mot So, nous avons quoi? Sondia, c'est du mandingue, ok? Ceux qui parlent les langues mandingues vont savoir de quoi je parle, évidemment. Sondia, bonne humeur, bon caractère, être de bonne humeur, avoir bon caractère, mettre de bonne humeur, contenté. Sondiata ou Sundiata, Seigneur Diata, le Seigneur Lion. Nom donné habituellement au fondateur de l'empire mandingue, appelé aussi Mare Diata, appellation donnée par politesse à un membre de la fraction royale des Keita à laquelle appartenait l'empereur Sundiata. Bon, quand je dis ça, vous devez savoir, et je ne le dis pas pour que vous vous limitiez à mes paroles. Vérifiez en
je vous exhorte à le faire en vous abonnant à la revue, car j'aborde ces questions dans le cadre de ce travail. Parce que ce serait compliqué comme ça de l'expliquer comme ça. Et de toute manière, je souhaite que chacun fasse aussi l'effort d'acquérir des outils pour travailler. Parce que il ne faut pas simplement se limiter à une vidéo qui a son intérêt. Mais ici, je ne fais quand même que survoler des éléments. Quand on a sous les yeux un texte, c'est encore plus facile, plus aisé vraiment d'aller à l'étude, puisqu'il y a des références qui viennent avec le texte. Voilà. Donc, on trouve ici, comme ça, on voit apparaître un nom que nous connaissons tous, qui est le nom du fondateur de l'Empire mandingue, et qui passe pour être un personnage historique. Hein, c'est une question importante que je ne vais pas aborder ici, mais croyez-moi, nous avons sur ces questions des idées tout à fait claires. D'accord? Mais je ne vais pas aborder ce sujet ici. Généralement, lorsqu'on aborde l'étymologie du nom Sundiata ou Sundiata, on pense que le mot Sundiata est en fait un diminutif pour Sogolon Diata. Sogolon qui est le nom de la mère de Sundiata. Ce qui a son importance, parce que si on considère que Sogolon a comme diminutif So, on comprend qu'on parle ici d'une antilope. Et l'antilope est un animal qui est associé à la déesse qu'on appelle Isis. Hein. Donc on peut déjà comme ça entrevoir des liens, mais je n'irai pas plus loin. Hein. Je garde ceci pour la suite. Mais on observe que en fait, Sogolon Diata a peut-être une pertinence lorsqu'on arrive à Sundiata, mais qu'en réalité ce mot renvoie plutôt à l'idée de seigneur. Hein, le seigneur lion, parce que le lion évidemment c'est un animal qui est associé à la royauté en Afrique, vous le savez tous, et on comprend donc pourquoi, bien sûr, ça devient, ce thème peut être récurrent et est plutôt du domaine de la légende, du domaine du mythe, même si beaucoup de personnes pensent que Sundiata Keita est un personnage historique. Je crois que les faits que je rapporte dans le cadre de mon travail déjà depuis quelques années et dans le cadre de cette revue justement vont démontrer vraiment à ceux qui connaissent un peu la tradition, car il faut quand même en savoir un peu, que ce que nous disons ici réellement c'est quelque chose d'extraordinairement précis et vérifiable. Et ce d'autant plus que dans le cadre de cette revue, il y a une étude qui est consacrée justement à cette relation que Sundiata Keita entretient avec ce personnage que l'égyptologie appelle Horus. Et on va, à travers cette étude, bien sûr, pouvoir considérer ce que je ne fais que survoler ici. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est donc ce rapport. On comprend donc que la syllabe So qui précède Diata, eh bien, c'est une syllabe qui désigne le roi en Égypte pharaonique et qui est associée à la Haute-Égypte, à travers le Jong notamment. Hein, c'est ça la logique qu'il faut tenir, c'est ce qui est important ici, c'est ce que je suis en train de dire. On comprend, je le répète, que la syllabe So qu'on trouve dans Sundiata ou Sundiata, eh bien, signifie seigneur. Bien sûr, Diata, c'est le nom du lion dans les langues mandingues, mais pas seulement. En Afrique de l'Ouest, généralement, c'est Diata. Diata, c'est le lion, y compris au Bénin d'ailleurs. Et So, bien sûr, c'est un terme qui se rapporte donc au copte So, qui désigne donc le jonc. Et on comprend donc que nous avons ici affaire à une image importante et qui ne se limite pas, qui ne débute pas avec les migrations, l'installation des populations soudanaises dans le Mandé. Ça ne commence pas là. L'histoire de Sundiata Keita ne commence pas avec l'Empire du Mali. Ceux qui pensent cela, on peut le comprendre puisque la chose est racontée de cette manière. Mais nous avons maintenant pu mettre à jour un ensemble de faits et nous invitons réellement à en prendre connaissance. Donc, c'est également une appellation donnée par politesse à un membre de la fraction royale des Keita à laquelle appartenait l'empereur Sundiata. Donc c'est un thème récurrent. Hein? C'est un thème récurrent au sein de la tradition mandingue et on peut comprendre pourquoi. Et je postule, car je vais le dire comme ça pour l'instant, puisque ce n'est pas quelque chose que je démontre ici dans le cadre de cette communication. Je postule que bien sûr ce sont des éléments qui viennent d'Égypte. Hein? Et nous savons l'appuyer avec des faits puisque nous présentons ces faits dans le cadre de cette revue. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais donc distinguer la syllabe So. Bon, ce que je peux dire déjà, mais sans insister, je le dis surtout pour ceux qui ont l'habitude de suivre le travail que je fais déjà depuis quelques temps, notamment autour du personnage qu'on appelle Seth, c'est que dans
cette représentation-ci, bien sûr, c'est cette divinité qu'on appelle Set qui incarne la Haute-Égypte, c'est-à-dire ce jonc ou ce lotus, en fait, ce jonc, on va dire le jonc, qui se dit So en copte. Mais vous devez savoir que dans une langue comme la langue Bassa, par exemple, So signifie laver, mais pas seulement. Je prends le Bassa parce que ça me vient comme ça rapidement à l'esprit, mais y compris enfant, So c'est laver, etc. Donc c'est un thème récurrent dans plusieurs langues de la zone bantou et certaines langues également de la zone soudanaise. On utilise également ce terme pour traduire le verbe laver. Donc en Bassa, on va dire So pour dire laver, rincer, laver, purifier, purger. On va dire soba pour dire être lavé, être purgé. On va dire les soba ou les sobé pour dire le baptême. Et j'ai déjà rappelé à plusieurs occasions que cette divinité qu'on appelle Set était associée à ces notions. C'est la raison pour laquelle vous le retrouvez ici du côté de la Haute-Égypte. Parce que en fait c'est un terme qui est solutionné par ce personnage. Même si vous ne le voyez pas a priori de cette manière, sachez que tout ce que je dis là, tout ce que je suis en train de dire en se rapportant à ce genre est valable pour tous ces symboles qui représente le sud, c'est-à-dire la Haute-Égypte. Qu'il s'agisse de la couronne blanche, qu'il s'agisse du vautour, qu'il s'agisse du lotus et naturellement du jonc et évidemment du dieu qu'on appelle Set, vous devez savoir qu'il y a un alignement, j'allais dire vocalique, voilà, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que au niveau du dire de la chose, le mot So vérifie l'ensemble des éléments qui se rattachent à la Haute-Égypte. Aujourd'hui, je ne veux parler que brièvement de la Basse-Égypte, c'est-à-dire du delta, on va le voir. Mais j'insiste parce que puisque j'ai introduit le sujet en rappelant que nous allons parler en fait de la Haute-Égypte, c'est la raison pour laquelle j'insiste davantage évidemment sur la Haute-Égypte. Voilà, donc je parle de Set pour que vous ayez quand même un certain nombre de choses en perspective. Cela reste à densifier à travers le travail que nous faisons, bien entendu, parce que je ne veux pas parler de Set aujourd'hui, mais j'en parle largement dans mon travail. Donc vous aurez l'occasion d'avoir des références dans ce cadre-là, mais ici, évidemment, je ne peux pas m'étaler davantage, puisque je l'ai dit, et ici c'est une communication simplement pour vous informer de ce que vous allez retrouver donc dans cette revue, la revue Kumaba, qui est consacrée aux origines égyptiennes des Mandingues. Voilà. Donc, la question qu'on peut donc se poser, c'est pourquoi nos ancêtres utilisent le jonc, on l'a vu pour la Haute-Égypte, et l'abeille pour la Basse-Égypte, et il associe ces deux symboles donc à la royauté, donc au roi, qui est donc censé incarner en fait l'unité du pays, car c'est de cela qu'il s'agit. Que signifie ce jonc auquel est associée la syllabe So? Que signifie l'abeille à laquelle est associé le mot Biti? Quand on dit Nesut Biti, si on veut translittérer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une chose que de dire Nesut Biti et de dire le roi de la Haute et de la Basse-Égypte. Je le dis en le disant, ne fait aucun effort, vraiment, parce que il suffit de regarder les images pour comprendre de quoi il s'agit. Mais vous devez comprendre qu'ici, nous sommes face à un symbolisme qui est attaché à une langue. Et cette langue, naturellement, a beaucoup à voir avec les langues mandingues. Ceci est aisément démontrable et même déjà démontré. Et donc, il est question pour nous de savoir précisément, parce que c'est une chose que de dire le roi de la Haute, que représente cette Haute-Égypte dans la compréhension des scribes égyptiens et cette Basse-Égypte, et qu'est-ce que ces symboles, en tout cas ces territoires, ont d'immédiat avec donc les représentations d'une part du jonc et de l'autre de l'abeille. C'est ce qui va nous occuper maintenant. Donc lorsqu'on reprend le dictionnaire mandingue, bien sûr, nous avons déjà dit que le jonc se dit So en copte, et nous nous apercevons que dans les langues mandingues, So ou Sou traduit donc en anglais home, c'est-à-dire le chez-soi, en français domicile, le chez-soi, habitation, maison, groupe d'habitation, village, considéré en tant que lieu habité, la ville, par opposition à Congo, la campagne. Donc j'y reprends, c'est bien important car ici nous touchons à un concept majeur, vous allez vous en rendre compte et vous allez comprendre en fait pourquoi la Haute-Égypte est associée au jonc à travers le terme So qui, au sein des langues mandingues,
signifie village, ville, domicile, de chez soi, habitation, groupe d'habitation et village, bien sûr, je l'ai dit, considéré en tant que lieu habité. La ville, bien sûr, c'est un lieu habité par opposition à Congo, qui est la campagne. Dans les langues mandingues, on dit Congo pour dire la brousse, la campagne. Donc, je vais déjà le dire ici, car vous devez quand même comprendre ce que je suis en train de dire sans le dire. Bon. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit de l'Égyptien ancien, du sujet égyptien, la Haute-Égypte, c'est-à-dire la Thébaïde, c'est-à-dire la capitale, était perçue comme le lieu habité, c'est-à-dire la ville ou le village, le lieu habité, ok? Par opposition à Congo. Quand vous voyez cette opposition apparaître, sachez que Congo est obligatoirement affecté à la Basse-Égypte, c'est-à-dire la brousse, la campagne. Parce que cette dialectique qu'on retrouve ici, décrite à travers les mots mandingues, via naturellement le copte, existe dans toutes les civilisations africaines, où on distingue toujours le village de la brousse. Et je ne vais pas aller dans ce détail ici, parce que ça mettrait du temps à le décrire de cette manière, mais ceux qui connaissent un peu, je le dis comme ça, car ce n'est pas toujours acquis non plus, et de toute manière, nous sommes tous dans une démarche d'apprentissage, donc je ne fais pas moi mes communications pour les initiés, ce genre de choses, parce que ils ont certainement encore des découvertes à faire à travers le travail que nous faisons, mais réellement sans prétention. Moi, je pense que mon travail est plutôt destiné au grand public. Mais je sais que dans ce grand public, il y a quelquefois des personnes qui ont lu plus que d'autres et qui ont des éléments naturellement qui permettent vraiment de comprendre très rapidement ce que je dis. Mais au cas où vous n'avez jamais rencontré dans vos lectures cette opposition dialectique que les Africains font entre la brousse et le village, eh bien moi je le dis. Je dis que c'est valable partout en Afrique. Les Africains font une nette distinction entre le lieu habité où vivent les vivants et la brousse qui est censée être le lieu où vivent les morts. Ça c'est clair et c'est net. Ça veut dire quoi concrètement? Et je vais le démontrer ensuite, je vais le redire même ensuite. Mais je le dis déjà maintenant puisque j'aborde le sujet. Ça veut dire clairement que quand on dit le roi de la Haute et de la Basse Égypte, ça veut dire le roi de la ville et de la brousse. Ça veut dire le roi du village et de la campagne. Littéralement. D'une manière tout à fait basique, mais en arrière de ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire en réalité? On est en train de dire le roi des vivants et des morts. Donc le roi du monde visible et du monde invisible. C'est ce que ça, parce qu'il devait savoir que la brousse dans les conceptions africaines est considérée comme le monde invisible, le monde où vivent les morts. Ça c'est clair et c'est net, d'accord? Donc, et je vous invite, pour ceux qui ont le temps ou en tout cas qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, à vous documenter sur ces éléments que je ne fais que survoler ici, car bien sûr, je le dis, l'essentiel est dit dans ce que je viens de présenter. Maintenant, à vous de densifier vos connaissances sur le sujet pour voir si, naturellement, Dibon Barimbok, votre humble serviteur, prend des libertés avec les conceptions africaines. Bon, voilà. Parce que je crois que c'est dans ce questionnement que vous allez même vraiment considérer la chose par le bon bout. Car ici, je ne fais que survoler la chose, évidemment, mais je suis sûr de mon fait. Je ne dis pas les choses pour rien. D'accord? Donc, on se rend compte, comme ça, au détour d'un mot apparemment simple, so, que, en fait, ce mot qui est le nom du jonc, attaché à la Haute-Égypte, signifie village, la ville, qui est effectivement la Thébaïde, la capitale, c'est-à-dire Thèbes, en fait. C'est les Grecs qui parlaient de la Thébaïde. D'accord? Donc, et quand vous voyez dans le dictionnaire Bambara, le dictionnaire mandingue, par opposition à Congo, sachez que automatiquement, vous avez affaire au delta. Et dans les conceptions égyptiennes, c'est effectivement le cas. Le delta, c'était un lieu considéré comme la brousse, inhospitalier. Les Égyptiens n'y allaient que pour chasser, pour pêcher. Ce n'est que tardivement qu'ils ont urbanisé le delta. Il y en a vu apparaître comme ça des villes, mais relativement tardivement. Car en fait, les Égyptiens ont toujours vécu en Haute-Égypte. C'est la raison pour laquelle quand on veut prétendre que cette civilisation est venue d'Asie, expliquez-moi comment cela est possible. Parce que le delta n'était pas guéable pendant de très longues années. L'Égypte existait déjà, la Thébaïde existait déjà, que le delta était encore recouvert par la mer. Ils sont venus comment? À la nage? Non, enfin, ce n'est même pas le sujet du jour, parce que souvent,
nous sommes obligés comme ça de faire des digressions, car on saisit à travers ces éléments l'absurdité d'un discours qui a été ronflant pendant des années, même des siècles. Aujourd'hui, bien, nous estimons avoir quand même dépassé cet épisode, voilà, qui restera malheureux dans l'histoire, mais enfin, il faut quand même souvent rappeler d'où nous venons, parce que c'est quand même extraordinaire qu'on ait comme ça eu des prétentions sur cette civilisation, quand au fond, eh bien, il aurait simplement fallu se pencher sur les matériaux fournis par les langues africaines, eh bien, pour en avoir une idée juste, une idée claire, une idée pure sur ces questions. Donc, je redis ceci. En copte, So, c'est le nom du jong. Le jong est attaché à la Haute-Égypte et on se rend compte que dans les langues mandingues, So, c'est le domicile, le chez-soi, l'habitation, la maison, le groupe d'habitation, le village ou la ville, par opposition à Congo. Bon. Donc, je prends l'exemple du Bambara. Vous allez maintenant comprendre pourquoi on peut dire avec autorité que Congo, en fait, renvoie à l'abeille. Ok? C'est-à-dire au delta. En Bambara, on dit Congo. Parce que les langues mandingues disent indifféremment Congo, d'accord? Pour dire la campagne, la brousse, espace non cultivé hors du village. Et en Bambara, on dit aussi Kumo. Ce sont des synonymes en Bambara pour dire la brousse, l'espace non cultivé hors du village, la campagne. D'accord? Et on se rend compte qu'en fait, ce Kumo-là, eh bien, c'est le nom de l'abeille et de la mouche. Pour ce qui concerne Congo, dans les langues, bon, pour ce qui concerne l'abeille, on va dire Kumu, Kumi, etc. dans les langues mandingues, mais les langues tchadiques qui sont apparentées aux langues mandingues, puisque tout cela bien sûr fait partie du Soudan, j'espère que la géographie vous fera voir que le Tchad en fait c'est le Soudan, j'espère que ça ne pose aucune difficulté pour, pour ceux qui sont en train de suivre cette brève communication. En tous les cas, vous pouvez vous rapporter une carte de l'Afrique, vous le verrez bien aisément. Bien. Quand on dit en Bambara Congo, eh bien c'est un homophone du béboti, Kongi, la mouche. Parce que vous devez savoir que l'abeille est perçue comme une mouche. C'est la mouche à miel en fait. C'est le cas en copte. On dit Af Ibui en copte pour dire la mouche à miel. Et on parle de l'abeille. Donc l'abeille en fait est une mouche. C'est la raison pour laquelle eh bien, on trouve les mots de la mouche associés donc, à ce terme Congo qui désigne la campagne. Et c'est toujours ce phénomène, je le répète. La brousse, la campagne, ce sont des concepts. On ne peut pas représenter ces concepts autrement qu'en se servant d'un objet concret qui porte le même nom. Et ici, en l'occurrence, cet objet concret, c'est l'abeille. Et c'est ici qu'on découvre en fait d'où vient ce mot biti. Parce que vous devez savoir qu'en Wolof, biti signifie l'extérieur, le dehors. D'accord? Voilà pourquoi on dit Nesud biti. Biti signifie l'extérieur, le dehors, sous-entendu la campagne, la brousse. D'accord? Je prends simplement le cas du Wolof parce que cela me vient comme ça à l'esprit puisque j'en parle naturellement dans la revue. Je n'avais pas prévu d'en parler ici, mais ça me revient comme ça et je le dis pour que ceux qui parlent Wolof en fait sachent que naturellement ce symbolisme affecte toutes les langues africaines. Toutes les langues africaines. Une fois que vous avez compris l'opposition ville-campagne, vous avez compris l'opposition Haute-Égypte, Basse-Égypte. Ça c'est clair et c'est net. Et vous allez faire les rapports au sein des langues africaines. Vous allez comprendre certainement d'ailleurs mieux que moi si vous parlez correctement votre langue. Vous allez mieux comprendre ce que je ne fais ici que survoler. J'indique en fait le chemin, la voie. Maintenant, c'est à vous, bien sûr, de faire le chemin. Vous allez mieux comprendre les choses, naturellement, à vous, en vous appliquant à cet exercice. Donc, je répète que nous avons d'un côté, donc, la ville qui est incarnée par le jong. Le jong se dit So. Et nous avons le village, la campagne, la brousse qui est incarnée par l'abeille. Et l'abeille se dit Kumu. Et la mouche se dit Kongi, etc. Comme on le voit ici, d'accord? Voilà l'opposition qui est faite. Lorsqu'on dit roi de la Haute et de la Basse Égypte, je vous assure, j'ai quand même une connaissance relativement bonne, je peux le dire, des traditions mandingues. Si vous êtes familier même de la tradition mandingue, vous connaissez l'importance de la brousse, l'importance attachée dans les titres. Des titres de royauté à la brousse, aux chasseurs. Parce que quand on dit la ville et le village, la ville et la campagne, quand on parle français, on ne sent pas l'âme de la chose. Mais en Afrique, je peux vous assurer que quand on fait cette opposition ville-campagne, au niveau des titres de la royauté, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux, puisqu'on touche à des institutions majeures, notamment à la chasse. Je vais en parler un peu
dans le détail, mais dans le mandingue, ceux qui connaissent un peu les traditions mandingues connaissent l'importance de la chasse. D'ailleurs, Shunda Taketa, c'était un chasseur. On l'appelait Simbo. D'accord? Donc, c'est clair. Enfin, je le dis pour ceux qui connaissent un peu la tradition. Donc, autre chose, simplement pour le commentaire, bien sûr, les Bambara, pour parler d'une population bien identifiée. On peut aussi parler des Bamanan ou Bambara, c'est la même chose en fait. Ce n'est qu'une déformation. Bambara, c'est une déformation de Bamanan, qui est le vrai mot. Eh bien, ce sont des fondateurs du royaume de Ségou. Royaume de Ségou. Et dans ce royaume, il y avait une divinité, je vais le dire de cette façon, majeure, qu'on appelle un boli en fait. En français, on va traduire par fétiche. D'accord? Mais c'est un mot qui effraie. Pourtant, ce n'est qu'un mot. Mais on a de cette difficulté en Afrique avec les mots imposés par d'autres quand nous traitons de nos traditions. On trouvera des Africains parler de fétiche avec le paradigme, la perspective d'un portugais, parce que ce mot vient, je crois, du portugais ou quelque chose de ce genre. Donc on comprend bien les problèmes que posent ces langues lorsque nous parlons de nos traditions. Et vaut mieux dire boli, hein, ça reste un mot mandingue qui a un sens endogène. Ok, le pluriel c'est boliou. Alors, le boli majeur, le plus puissant du royaume de Ségou, portait un nom, s'appelait Makungoba. Makungoba. C'était le boli le plus puissant. C'est encore même dans le mandingue un boli qui existe. Makungoba, ok, qui signifie littéralement. Alors il y a deux sens qu'on peut affecter à ce groupe de mots. Ma, la mer, Kungo, la brousse, bas, grand. Donc on traduit souvent par la mer de la grande brousse. Mais parfois Ma signifie aussi seigneur en Bambara. D'accord? Parfois on dit le seigneur de la grande brousse. Mais vous devez savoir que ce fétiche que les mandingues appellent Makungoba, c'est le fétiche qui est toujours attaché à Osiris, que d'autres appellent la nébride, c'est-à-dire l'outre de peau. Si vous avez cette curiosité d'aller sur internet, mais moi je vous invite évidemment à vous référer à la revue, parce que je présente ces éléments dans la revue, évidemment, eh bien vous allez voir que ce fétiche qu'on appelle Makungoba, eh bien, n'est autre que la nébride. D'ailleurs, parfois associé au buffle. Parce que parfois on appelle ce fétiche Sigi. Mais vous devez savoir que Sigi, c'est le nom du buffle, mais Sigi signifie aussi s'asseoir. On dit si en malinké, Sigi en Bambara pour dire s'asseoir. On dit Sigilan pour dire le siège. Le siège qui est un emblème qui rentre dans le nom d'Osiris. Donc ici, nous sommes dans la description de choses vraiment importantes. Hein, je ne fais que survoler, je le dis, mais d'ailleurs, j'en ai même trop dit parce que c'est pas nécessaire vraiment d'aller dans ce genre de détails. Moi, j'invite les uns et les autres souvent à s'attacher à acquérir des outils pour travailler, car le travail que nous faisons, nous avons besoin de soutien, de personnes qui travaillent aussi dans ce sens pour densifier ce corpus qui, de notre point de vue, constituera l'école de demain. Donc voilà, il faut participer à cette démarche et ne pas simplement demeurer spectateur, parce que bon, c'est important de comprendre que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de cette renaissance que nous appelons de nos voeux. Donc c'est un travail collectif, il faut vraiment avoir cette démarche et percevoir les choses de cette façon. Donc, l'essentiel à retenir, c'est cette opposition que je viens de décrire, village-campagne, ville-brousse. C'est fondamental, la brousse revenant à l'abeille, la ville revenant aux gens. Hein? C'est ce qui est porté par ce titre qui rentre dans la titulature du pharaon d'Égypte. Et il ne faut pas y voir quelque chose de simple. Parce que quand on dit en français, je le répète, la ville et la campagne, bon, ça n'évoque pas grand-chose. Mais croyez-moi, dans les traditions africaines, on est ici dans la description de choses extrêmement prestigieuses. Voilà, c'est pour ça qu'il faut souvent aussi aborder ces questions avec un paradigme qui permet de clarifier des éléments qui a priori peuvent paraître contradictoires. Voilà. Donc, ici c'est pour bien indiquer aux uns et aux autres que nous avons donc une opposition factuelle. So, c'est la ville, et Biti, je l'ai dit en Wolof notamment, c'est l'extérieur, donc c'est la brousse. Okay? C'est cette opposition qui est faite ici lorsqu'on parle du jonc et de l'abeille. Okay? Bon. Maintenant, on va considérer un moment le delta
car il faut quand même savoir de quoi nous parlons. Quand je dis que le delta c'est la brousse, on le voit ici avec une image satellite, eh bien, que les Égyptiens avaient parfaitement cette perspective, parce qu'effectivement, quand on considère le delta, eh bien, c'était un lieu inhospitalier, il faut le savoir. Okay. Aujourd'hui, bon, les choses ne paraissent pas toujours de cette manière, puisque l'urbanisation a fait que la brousse, il faut encore la chercher, mais elle existe quand même toujours dans le delta, puisque c'est quand même encore le lieu où on trouve les marécages, un ensemble de choses qui favorisaient la chasse, la pêche, voilà, cet ensemble de choses. Voilà pourquoi les Égyptiens, eh bien, avec cette perspective-là. Ok. Ça, c'est d'un point de vue géographique, tout simplement. Mais il faut savoir qu'en arrière de ça, il y a aussi de l'ésotérisme. Je vais peut-être en dire 2-3 mots sans insister. Mais vous devez savoir que on ne parle pas de la brousse de loin. C'est quelque chose qui est très proche. Ok, bon. Donc, cette perspective ici, à travers cette image de satellite, en fait, permet de comprendre ce que nous nous disons imparfaitement. C'est-à-dire que la Haute-Égypte, effectivement, c'était la ville. Et la Basse-Égypte, c'est-à-dire le delta, c'était la brousse. Il faut le savoir. Quand je dis brousse, entendez campagne. Hein, brousse dans le sens où le lieu où on fait les champs, etc. C'est même le cas encore dans nos villages. Hein. Je me souviens, jeune, quand ma grand-mère allait au champ et marchait longtemps dans la forêt. Pour aboutir dans un champ. Donc vous comprenez que les civilisations africaines font toujours cette nuance. Et c'est quelque chose de permanent. Il ne faut pas avoir dans l'idée brousse quelque chose de désobligeant. Ce serait une erreur fondamentale. Car c'est la brousse qui nourrit la civilisation. C'est la brousse qui donne les médicaments pour nous soigner, qui nous donne la pitance, les animaux, qui nous donne des fruits. D'accord? Et cette perspective est très très importante. Je n'insisterai pas davantage parce que je crois que chacun est capable de le comprendre, mais c'est important quand même de le conceptualiser, quoi. Voilà. Donc, je vais citer ici un égyptologue français qui s'appelait Maspero, simplement pour rappeler effectivement que les Égyptiens avaient cette perspective. Le delta, donc ce lieu a été étudié par Victor Loret, qui était un égyptologue français également. Ce dernier a décrit le champ des souchets. Alors, vous devez savoir que qu'est-ce qu'on entend par champ des souchets? Le champ des souchets, c'est le domaine d'Osiris. Sachez que ce champ des souchets correspond au delta. Dans la description même géographique de l'Égypte pharaonique, les Égyptiens considéraient que le domaine d'Osiris, c'était le delta, c'est-à-dire cette fameuse brousse, le séjour des morts. Parce que dans les traditions africaines, les morts vivent dans la brousse. Bon. Donc, ce lieu a été étudié par Victor Loret. Ce dernier a décrit le champ des souchets. Le champ des souchets, c'est une expression qui se rapporte au domaine d'Osiris. Pour ceux qui n'ont pas de ces connaissances, c'est important quand même que je le souligne. Donc, ce dernier a décrit le champ des souchets, le séjour des morts, donc qui est le domaine d'Osiris, qui est aussi le domaine d'Osiris comme étant un endroit marécageux situé dans une partie du delta et sillonné de canaux et de bras du Nil. C'est ainsi que cet endroit est représenté à toutes les époques dans les illustrations du livre funéraire des anciens Égyptiens que d'autres ont appelé donc le livre des morts, notamment Richard Lepsius. Maspero nous dit donc les marais du delta situés à l'extrémité du pays, les mots ont un sens, écoutez bien, les marais du delta situés à l'extrémité du pays encombrés de jonques et de plantes gigantesques, semées d'îles entrevues de loin mais inaccessibles, étaient bien le séjour qui convenait à des morts. Voilà ce que dit donc Maspero, qui je le répète était un égyptologue français. Ce sur quoi moi j'insiste simplement, c'est pour rappeler effectivement que les anciens Égyptiens avaient cette perspective et savaient parfaitement que, ce qu'on appelle aujourd'hui la brousse, était affectée au delta, tout simplement. Voilà. Et naturellement, ce lieu, le champ des souchets, porte un nom. On parle généralement du Socket Ialou lorsqu'on translitère. Donc, ce qui est important ici, bien sûr, c'est le terme Socket qui renvoie donc à l'idée de champ, Ialou étant le terme pour souchet. Bon, ce sont des conventions en égyptologie, je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui. Mais c'est cette graphie que je présente ici qui nous intéresse, qui est donc translittérée Socket, qui signifie marais, terrain marécageux, champ. Il se trouve que cette graphie a un correspondant dans la vraie vie. Ce correspondant est fourni par le copte. Le copte va donc dire soké ou soké pour dire le champ. D'accord? Soké pour dire le champ. Okay? C'est comme ça que se lit cette graphie. D'accord? C'est comme ça que se lit cette graphie. Il se trouve que le copte soké, champ, a des correspondants au sein des langues africaines. Notamment ici en Kikongo, on dit Nsuku pour dire la baie, le golfe, la crique, la rive. Donc ce sont des descriptions bien sûr du delta. En Kibembe, on dit Nsuku pour dire le bas, ce qui est en bas. Ok, et ça montre bien que les Égyptiens avaient effectivement la perception du delta comme étant le sud. Ok,
et le nord comme étant la Haute-Égypte. Parce que vous devez quand même comprendre que la carte du monde qui vous est proposée aujourd'hui, tout au moins la carte de l'Afrique, est à l'envers. Je pense que ce sont des lieux communs. J'imagine que ce sont des choses que vous avez déjà pu rencontrer dans vos lectures, car c'est quelque chose quand même qui est déjà discuté depuis un certain nombre d'années maintenant. Eh bien, vous devez comprendre que la carte en fait de l'Afrique est à l'envers. Quand on parle du sud, le sud c'est l'Europe pour les Africains. Vous devez le savoir, c'est une question de paradigme en fait. Hein? Les Africains ne considèrent pas l'Europe comme le Nord. Pour nous, le Nord, c'est l'Afrique, soi-disant, du Sud. C'est ça un paradigme. Donc, nous avons la tête à l'envers en fait. Nous voyons les choses à l'envers. Il faut corriger ça, parce que ça nous crée des problèmes. Je ne sais pas si vous aurez cette sensibilité-là, mais vous devez comprendre que nous devons adopter pour nous ce que nos ancêtres ont fait. Parce que c'est ce qui est en accord avec ce que nous sommes. Quand on vous inverse les choses, vous comprenez tout à l'envers. Et ça voilà, ce n'est pas cela peut affecter des lieux même insoupçonnés. Je ne veux pas parler naturellement je ne veux pas déborder, mais vous pouvez comprendre ce que j'essaie de dire. D'accord? Vous devez comprendre que à terme, les Africains doivent comprendre qu'ils doivent retourner cette carte. C'est une question de paradigme. Ça n'empêchera pas l'Europe de continuer à considérer la carte telle qu'ils perçoivent, mais ils perçoivent le monde d'après leur perspective. Nous devons avoir notre propre perspective. Quand ils vont dire nord, on va dire sud, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais chacun, et puis voilà, nous irons dans des écoles qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Parce qu'il faut bien comprendre que à ce jeu-là, l'école formate quand même l'individu. Mais nous avons en perspective une civilisation qui est la civilisation égyptienne. Toujours imitée, jamais égalée. Moi, je préfère avoir comme référent l'Égypte antique plutôt que Paris, Rome ou je ne sais quoi. Hein, c'est quand même important de savoir de quoi nous parlons. Sans diminuer le mérite de Paris, sans diminuer le mérite de Rome, ce sont de belles villes, hein, voilà. Mais il reste que quand je compare ces îles, une ville comme Thèbes, une ville comme Memphis, Abydos, bon, comprenez que voilà, je ne peux pas être impressionné, voilà, c'est un fait. Donc il faut bien savoir de quoi nous parlons et pourquoi. Sans insister, il faut quand même considérer ce type d'éléments dans la géopolitique, en tout cas la compréhension du monde. Nous devons avoir utiliser notre grille de lecture du monde pour être dans le monde. Voilà, sinon nous sommes toujours à la remorque et beaucoup de gens font l'effort d'être à la remorque. Hein, quand on propose des voies nouvelles, ils résistent même mieux que ceux qui suivent. Quand ceux qui suivent comprennent même le bien fondé de la chose, eux ils résistent quand même par principe. Voilà, donc je sais très bien qu'à ce jeu, nous n'allons pas convaincre tout le monde. Mais le but n'est pas non plus de convaincre tout le monde. J'espère simplement un jour avoir l'oreille de certains décideurs qui vont nous aider à façonner une Afrique à l'image de l'Africain. Voilà. En Kikongo, on va dire Nsuku, baie, golfe, crique, rive. En Kibembe, Nsuku, c'est le bas. En Chiluba, bien sûr, Chisuku, c'est la brousse. Donc la chose est claire. Donc, vous devez comprendre que pour cette perspective, à travers notamment les caractères sacrés égyptiens, eh bien, il n'y a pas de façon de se tromper. Il n'y a pas de façon de se tromper. Je ne sais pas comment vous le faire sentir. Parce qu'une fois que vous avez compris hein, l'opposition ville-village, faites l'exercice même dans vos langues, vous allez comprendre que ce que je dis est vrai. Hein, parce que je n'ai pas besoin de parcourir toutes les langues en Afrique pour le savoir. C'est une question de paradigme. Ça, c'est clair et c'est net. Quand on aborde la question par le biais du paradigme, on ne peut pas se tromper. D'accord? Et en lingala, on va dire nsuki, pour dire les cheveux et les poils, notamment les poils pubiens. C'est la raison pour laquelle je dis que dans ces conceptions, vous avez évidemment un aspect ésotérique. Je vais le survoler rapidement, sans insister, car ce n'est pas nécessaire. Mais vous devez comprendre que ce que je dis là, ça va loin. Ça va très loin. Ça ne se limite pas à des descriptions géographiques. Ça touche les divinités, ça touche un ensemble de choses qui sont du domaine ésotérique. Des grands rituels africains. Bon. En Kibende, on dit Nsuki, c'est l'abeille. Donc vous voyez qu'il y a toujours quel que soit... Enfin, je sais que je me répète, mais malheureusement, j'ai tendance à le faire car je veux être compris. Et je crois que la répétition a cette vertu de faciliter la compréhension. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est toujours le même mot. Nsuki, Nsuki, Nsuku, c'est la même chose. Le bas, l'abeille, et un renforcement du symbolisme. Ok? Donc, quand on utilise l'abeille n'est qu'une mouche. Mais vous comprenez que l'abeille, derrière cette soi-disant mouche, vous avez tout un monde. Tout un monde.
qu'elle symbolise. Et c'est ça qui est puissant dans les caractères sacrés égyptiens, dans les hiéroglyphes. C'est ça qui est puissant, parce que ça montre l'unité culturelle de l'Afrique. Ça montre que nous sommes un seul et même peuple et que nous parlons la même langue, nous avons le même paradigme. Nos ancêtres étaient à la même école. Donc il faut cesser les démangeaisons qui parfois nous occupent, notamment d'ordre tribal. Je le dis à chaque fois, à chaque occasion, parce que les Africains sont têtus de ce point de vue-là. Mais je crois que cette tétutesse est encouragée par l'ignorance, car ce sont souvent les ignorants qui sont des tribalistes aussi, il faut quand même se le dire. Donc, le travail que nous faisons a aussi vocation vraiment à nous aider à produire une Afrique digne de nos ancêtres et digne de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas perpétuer des erreurs. Quand on voit dans quel gouffre elles nous ont conduits, et quand on voit qu'à force de refaire les mêmes choses, eh bien, non, on est toujours au même point. Il faut quand même à un moment donné cesser d'être l'idiot du village et commencer à réfléchir. Donc, Nsoukou, baie, golfe, crique, rive. Nsoukou, en Kibembe, c'est le bas. Ce ne sont que des exemples. Ceux qui parlent les langues du côté du Congo, ils vont le comprendre. En Bassa, on dit l'Issouk pour dire l'extrémité, ce qui a atteint le bout. Voilà pourquoi on parle de l'extrémité du pays, notamment dans la note, dans ce que dit notamment Maspero, il parle de l'extrémité du pays. D'accord? En Bassa, c'est l'Issouk. Le li, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est souk, pour dire le bout, la limite. D'accord? Donc, quelle que soit la langue, je le dis, et je cite le Bassa comme ça de mémoire, mais c'est un terme qui existe. On va le voir d'ailleurs dans plusieurs langues africaines. C'est un terme récurrent dans plusieurs langues africaines pour dire la limite, la terminaison. C'est souvent souk, souk. C'est la même structure phonétique. Ok? Donc, maintenant, je vais vous parler donc brièvement du lien que la toison pubienne, parce que quand je dis Nsouki en lingala, c'est le cheveu, mais c'est aussi les poils pubiens. Et vous devez savoir que sur le delta, vous verrez l'image du delta, vous comprendrez. Je ne veux pas nécessairement y revenir en tous les cas, mais vous verrez l'image du delta, vous verrez que en fait, le delta représente le pubis, notamment le pubis féminin. Et je veux simplement essayer de vous parler d'un rituel rapidement, pour vous montrer le lien qui existe entre la femme et la chasse, la femme et la brousse. Et pourquoi la femme, c'est la maîtresse de la brousse en fait. Pourquoi les grands fétiches africains, entre guillemets, je mettrais ça entre guillemets, parce que pour moi, comprenez que le mot fétiche n'est pas un tabou. C'est-à-dire que ça ne m'effraie pas. Parce que je parle français, donc je comprends ce que je dis. Mais on peut utiliser d'autres termes. Vous comprenez que le but n'est pas nécessairement de toujours rappeler qu'il ne faut pas avoir peur des mots, ce ne sont que des mots. Ce qui est important, c'est l'objet décrit. Et souvent, quand on dit fétiche pour les uns, les autres utilisent les mêmes choses et on n'appelle pas ça fétiche alors que c'est exactement la même chose. Donc vous comprenez que c'est une question de paradigme et puis de domination ou d'acculturation, d'aliénation. Donc il faut sortir de ces gaines, voilà, qui nous maintiennent un peu prisonniers de nous-mêmes en fait. Voilà. Donc je vais vous parler du Mvungu rapidement, qui est un rituel majeur du côté du sud Cameroun, chez les Beti Bouloufang, exclusivement féminin, j'en ai souvent parlé. Et cette note qui est tirée d'un ouvrage important, Initiation à société secrète au Cameroun, donc ouvrage de Philippe Labutora, qui était un ethnologue français qui a vécu longtemps au Cameroun. Cette note, en fait, permet d'illustrer mon propos. Pourquoi? Même en Égypte, en fait, les grandes divinités de la chasse sont des femmes, notamment cette divinité que certains appellent Net, qui va devenir... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Il y a une divinité grecque, en fait le nom m'échappe, elle est souvent représentée avec une biche et un arc. Peut-être le nom va me revenir, mais je l'ai comme ça à l'image. En tous les cas, ce n'est pas une difficulté, vous pouvez retrouver ça bien aisément. Alors, fécondité de la brousse et fécondité des femmes se rejoignent. Si l'on compare le fœtus à une antilope prise au piège dans le ventre de sa mère, réciproquement, les pièges sont pourvus d'une puissance génésique, c'est-à-dire de génération, issue des ancêtres et de la nature. C'est aussi de la nature et des ancêtres que la femme tient sa fécondité, donc des mêmes instances. Si la femme est effectivement féconde, c'est qu'elle est efficace auprès de ces instances. Or, le Mvungu, alors Mvungu, qu'est-ce que ça veut dire brièvement? Mvungu, c'est un mot constitué de deux mots. Mvul, qui désigne la toison pubienne et même souvent les parties féminines carrément. Et Ngul, qui signifie force. Donc Mvungu, littéralement, signifie la force de la toison pubienne. Sachez que cette toison pubienne, c'est le delta.
faut le dire clairement. Et si vous êtes attentif, vous verrez se décliner aussi la forme de la pyramide. Donc je vous invite, comme ça je vous donne des pistes pour ceux qui s'intéressent à la recherche, mais déjà tout cela est décrit dans la revue, donc vous gagnerez du temps évidemment en vous abonnant à la revue Kumaba, qui est en fait un outil qui va nous permettre bien sûr d'exercer ces éléments avec un paradigme qui est le nôtre, c'est-à-dire le paradigme africain, puisque la revue en question c'est une revue africaine d'égyptologie. Voilà. Si la femme est effectivement féconde, c'est qu'elle est efficace auprès de ces instances. Or, le mvungu est entre les mains des femmes les plus fécondes, proches de la nature, complices de la brousse et des esprits qui la régissent. Les mères qui ont fait leurs preuves sont les plus aptes à la repeupler quand la flèche phallique a transpercé le corps de leur paquet. Ici, on parle du paquet du mvungu. Donc, il faut avoir des notions même brèves, enfin même sommaires en fait, de ce rituel pour savoir de quoi on parle. Parce que dans ce rituel, on utilise un paquet pour réaliser un ensemble de choses. Donc, c'est de cela qu'il parle ici. Pour enfanter la viande dont elles nourriront les adultes, comme autrefois elles ont nourri de leur lait leurs nombreux enfants. Donc, je recommence. Fécondité de la brousse et fécondité des femmes se rejoignent. Si l'on compare le fœtus à une antilope prise au piège dans le ventre de sa mère, réciproquement, les pièges sont pourvus d'une puissance génésique issue des ancêtres et de la nature. C'est aussi de la nature et des ancêtres que la femme tient sa fécondité, donc des mêmes instances. Si la femme est effectivement féconde, c'est qu'elle est efficace auprès de ces instances. Or, le mvungu est entre les mains des femmes les plus fécondes, proches de la nature, complices de la brousse et des esprits qui la régissent. Les mères qui ont fait leurs preuves sont les plus aptes à la repeupler quand la flèche phallique a transpercé le corps de leur paquet pour enfanter la viande dont elles nourriront les adultes. Comme autrefois, elles ont nourri de leur lait leurs nombreux enfants. Alors le mvungu était parfois réclamé par les chasseurs lorsqu'ils ne trouvaient plus de bêtes prises dans leur piège ou de gibier à chasser. Voilà pourquoi on faisait ce rituel pour repeupler la brousse. Vous devez savoir que c'était un rituel exclusivement féminin, interdit aux hommes, parce que les femmes, en fait, sont les maîtresses de la brousse. Pour des questions même physiologiques, je n'en dirai pas plus. Voilà, parce que vous devez savoir, ici je ne fais que survoler certains éléments, je l'ai dit, je le répète, parce que naturellement il peut en avoir qui soient frustrés de ne pas en savoir plus, mais c'est souvent une curiosité que je n'encourage pas, parce que quand on veut apprendre à nager, eh bien on se jette à l'eau. On ne regarde pas de loin l'eau et puis on dit ah tiens je sais nager. Non, il faut aller au bois sacré. Voilà. Donc ici je vais donc donner quelques exemples tirés donc de cette méthode que j'appelle la méthode Kuma, qui est la lecture analytique des caractères sacrés à partir des langues africaines modernes. On procède parfois par comparaison pour vérifier nos résultats. Vous avez donc ici en haut la graphie qui est translittérée socket, qui signifie marin, terrain marécageux, champ, et en bas un homographe, c'est-à-dire une graphie qui présente les mêmes signes, hormis le déterminatif qui va changer, et translittéré de la même manière. En fait, cette graphie a deux déterminatifs, en fait, c'est-à-dire cette cage et la main qui tient une sorte de bâton qui exprime l'idée de force en égyptien pharaonique. Translittéré socket, qui signifie prendre au piège, prendre au filet. Lorsque vous avez comme ça ce phénomène qui apparaît, c'est-à-dire des homographes observés dans le cadre des caractères sacrés égyptiens, sachez que dans la langue parlée, cela va se traduire par des homophones. C'est la raison pour laquelle je montre que le copte soké, chant, est l'homophone du bassa sok, qui signifie prendre dans les mailles d'un filet. Voilà. D'où le lien même avec la chasse, pour aller plus loin. D'accord? En bassa, on va dire sok tsobi, prendre du poisson dans les mailles d'un filet. En bassa, tsobi, c'est le poisson. Okay? Le vil, il va dire saka, ratière, saka, la chasse, action de chasser, poursuivre le gibier. Donc le lien est immédiat. Avec ces sockets, ces fameux sockets, Yalou, le domaine d'Osiris, etc. Enfin, bref, le lien est immédiat. Okay. La divinité grecque que je cherchais tout à l'heure, son nom me revient, c'est Artémis. Okay, ça c'est pour être complet. Elle s'appelle Artémis, c'est une divinité chasseresse, divinité de la chasse, et en fait c'est une adaptation de cette divinité qu'on appelle Nét en égyptologie, qui est un aspect d'Isis en fait. Okay. Et ça montre bien que en fait, les divinités de la chasse, bien sûr, sont des femmes en Afrique. Et cela peut s'expliquer par les éléments que je survole ici. Voilà. Et naturellement, je l'ai dit déjà, mais je le répète ici, simplement pour rappeler la notion avec l'extrémité. Enfin, quand on parle donc des sockets comme étant le delta,
Sachez que c'est Nsuki. Nsuki, c'est l'abeille, ok? Je pense que je ne vais pas nécessairement revenir sur ces éléments. En Kikongo, on va dire Suka. Finir, achever, épuiser, être vidé, solder, payer, prendre fin. C'est l'idée d'extrémité de fin, c'est-à-dire le delta. Kikongo, Nsuka, finition, conclusion, résultat d'une affaire. Churuba ou Shiku, c'est la fin. Enfant, Suga. Fin, bout, bord, extrémité, dernier. Ewondo, Suga, terminus. Vili, Sakila, bout, extrémité. Bassa, Suga, fin de quelque chose. Lingala, Suka, borne, limite, bout. À Lingala, en Wolof, pardon, on dit saket pour dire la palissade, c'est-à-dire la limite. Hein. Quand je passe d'une langue comme ça à l'autre, d'un domaine soi-disant soudanais, un domaine soi-disant bantou, c'est simplement pour vous montrer que nous parlons la même langue. Hein, c'est simplement pour ça, parce que quand on comprend ce que disent et font nos ancêtres, en fait, on s'affranchit de beaucoup d'idées reçues. Ah, ça c'est clair, voilà, ça c'est clair. En Wolof, saket, c'est la palissade. La palissade, donc c'est la borne, la limite. Vous voyez? Pourtant, les Wolofs n'ont pas idée qu'ils utilisent un mot qu'on retrouve dans la langue bantou pour désigner les mêmes concepts, un mot associé au même concept. C'est important quand même d'avoir cette perspective. Et ce sont les hiéroglyphes égyptiens qui permettent d'avoir cette perspective. Parce qu'autrement, on reste comme ça dans des enclos avec des œillères. On croit que nous sommes dans le monde alors qu'en fait nous sommes en laboratoire. Sous l'œil en fait justement des puissances qui nous ont malmenés, dominés, écrasés. Voilà, il faut pouvoir se reconnaître et sortir justement de ce cercle inopportun pour nous, car nous voulons un avenir pour nous-mêmes et nos enfants. Donc on ne peut pas perpétuer comme ça ces lieux d'échec. Il faut repenser l'école, repenser même les rapports sociaux en Afrique. Bref, et cela nécessite évidemment des concepts. C'est la raison pour laquelle nous traitons des caractères sacrés via la méthode Kuma, qui est une lecture analytique qui a vocation justement à solliciter ces concepts. Parce que ce que je suis en train de vous dire ici, je ne sais pas si cela vous a échappé, mais jamais vous ne verrez ceci dans un manuel d'égyptologie. Ils sont totalement ignorants de tout ça. Ils ne savent même pas par où commencer. Ce que je dis là, ils vont comprendre le bien fondé, s'ils sont honnêtes. Parce que souvent, on peut critiquer simplement pour faire l'intelligent. Bon, c'est une manière d'être. Mais s'ils sont honnêtes, ils vont au moins comprendre qu'il y a là une matière à réflexion. Car il faut quand même cesser d'imaginer que l'Égypte pharaonique est une civilisation eurasiatique. À un moment donné, quand même, avec tous les éléments que nous présentons, si ce n'est pas africain, dites-moi ce que c'est. Parce que jamais avec l'arabe, l'hébreu ou je ne sais quoi, vous ne ferez ces rapports. Jamais. Ou est-ce que les Arabes vont terroriser sur la brousse? C'est un peuple nomade asiatique qui vient des déserts, je ne sais. Ils ne peuvent pas conceptualiser le roi de la ville et de la campagne. Ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas le signe d'une d'une infériorité. Je vais quand même dire les choses clairement, parce que souvent on peut croire que le disant, c'est parce que on croit que on veut faire valoir un certain nationalisme africain mal placé. Non, c'est simplement une question de paradigme. Les peuples asiatiques ont leur paradigme, leur manière de faire. Ils ont fait un ensemble de choses qui peuvent être par ailleurs appréciables, mais qu'ils ne viennent pas en Afrique dire que les civilisations qui ont été construites par les Africains sont eurasiatiques. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce qu'on reconnaît, et tout le monde le sait, que l'Égypte pharaonique, c'est quand même la civilisation la plus brillante que l'humanité ait jamais produite. Il se trouve qu'elle est africaine. Bon, il faut quand même le reconnaître. Et se dire que ces peuples qu'on a écrasés, finalement, sont peut-être ceux qui nous ont apporté la civilisation. Et commencer peut-être à reconsidérer les rapports avec ces peuples. C'est tout. Mais où est-ce que vous allez voir un sultan, enfin encore que le terme sultan est même africain, je ne sais pas quel terme employer, du monde eurasiatique, parler de la brousse. Où est-ce qu'il va voir la brousse? Ce n'est pas possible. Donc il faut bien à un moment donné s'arrêter à ces évidences et puis se dire que bon, on peut continuer à pérorer sur cette Égypte rêvée qui n'est qu'une frustration. Nous allons faire cette civilisation comme elle doit être. Et en bout de ligne, puisque de toute manière, la chose est déjà dehors, elle ne va faire qu'avancer, on verra qui de ceux qui adoptent
le paradigme que je propose et de ceux qui perpétuent et avec elle la translittération, c'est-à-dire cette manière de voir l'Égypte dans des choses qui n'existent que pour des égyptologues, eh bien, on verra qui, en bout de ligne, a raison. On verra. Moi, je ne suis même pas inquiet parce que je vous garantis que j'ai déjà vu. Parce que voilà, quand on travaille sur ces questions, on acquiert quand même une certaine aisance dans la description d'un ensemble de choses. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas participer à un débat sur ces questions et manquer d'arguments. Vraiment, ce n'est que la fuite des autres que va provoquer ma présence. Parce qu'en réalité, si on va au tableau, je sais ce qu'ils font, je sais, parce que je lis les ouvrages d'égyptologie, donc je sais ce qu'ils font, ce qu'ils disent, mais ils savent pas moi ce que je fais. Donc j'ai toujours comme ça dans ma besace des perles qui permettent en fait de rapatrier le travail de nos ancêtres et d'en finir avec l'esbrouf et puis l'escroquerie intellectuelle. Enfin, ça c'était une parenthèse pour signifier que nous sommes dans le domaine des certitudes. Et je parle comme ça, n'y voyez pas une forme d'arrogance, c'est que parfois il y a ce discours pour essayer de bouger un peu les lignes. Les gens parfois sont à l'aise et assis dans leur confort, alors que ce confort ne nous mène à rien. Ça fait des années que nous répétons les mêmes choses, ça nous a amené ou non. Maintenant, je crois avoir saisi l'occasion de passer à une étape supérieure, même modeste. Mais je sais que si les Africains, la jeunesse africaine se saisit des éléments comme ça que nous tentons d'inspirer, eh bien, on ira bien, mais beaucoup plus loin, parce que c'est notre paradigme. C'est-à-dire que par simple intuition même, les enfants qui vont naître auront déjà des éléments qui permettront d'aller beaucoup plus loin. Mais il faut en finir avec la répétition et devenir en fait des créateurs, se mettre à la proue, c'est-à-dire devenir des guides sur ces questions pour ce qui concerne tout au moins l'Égypte pharaonique, qui est en fait le corpus qui va nous aider à rénover notre école en Afrique. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Les mots sont là pour étayer mon propos. Je n'insisterai pas davantage car ce sont des choses que chacun peut vérifier dans sa propre langue et naturellement le comprendre. Alors, il se trouve que vous avez évidemment l'abeille associée à un lieu mythique important. C'est un lieu qu'on appelle Kémis. Les marais de Kémis, c'est le lieu où le mythe ou la passion d'Osiris, on va dire, fait naître Horus, qui est l'enfant, le fils d'Isis et d'Osiris. Voilà, un fils mythique. Ce ne sont pas des personnages historiques, même si je pense que chacun peut le comprendre. Voilà. Donc c'est dans des marais. Et c'est pas pour rien qu'il naît dans des marais, parce que vous devez savoir que les lieux qu'on appelle les marais sont associés aux parties féminines pour des raisons objectives. Je ne veux pas faire ici de description détaillée, parce que je pense que faut garder quand même une forme de bienséance, mais chacun peut se faire une idée et comprendre ce que je dis. D'accord ? C'est dans l'idée que nous sommes tous des adultes, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, et moi je fais quand même attention à ce genre de choses. Donc, ces marais de Kémis là, sachez-le, ce n'est qu'une manière de décrire les parties féminines, parce que vous avez d'un côté le papyrus, ensuite l'abeille, c'est une souki, c'est voilà, je m'arrête là, voilà. Mais ceux qui parlent la langue vont comprendre que je m'arrête là à dessein, parce que si on va plus loin, ça peut aller dans tous les sens. Voilà. Donc, et bien sûr, vous avez ici la description du domaine d'Osiris qu'on appelle les Soket Iyalu, Soket Iyaru en égyptologie. Bon, sachez que c'est les parties féminines, c'est pas autre chose. Quand on parle du paradis, parce que c'est un thème qui est associé au paradis, le paradis n'est autre que le ventre de la maman. Mais le paradis est associé à la brousse. D'ailleurs, même dans les descriptions du paradis tel qu'on le voit paraître dans les traditions judéo-chrétiennes et musulmanes, eh bien le paradis c'est souvent un lieu qui est plutôt comparable à une forme de brousse, avec des animaux, des arbres fruitiers, ce genre de choses. C'est pas en ville qu'on trouve ça. Ok, donc il y a comme ça une inspiration qui vient des éléments comme ça que je survole. Et je survole à dessein. Ici, nous parlons quand même du domaine d'Osiris. C'est tout un monde. Voilà. Et sachez que c'est pas le souchet ici qui est décrit. On traduit chant des souchets. Bon, non, c'est pas le souchet. Il faut bien comprendre que nous sommes ici dans des métaphores puissantes. Et voilà, nous n'aurons pas le temps d'aller dans le détail. C'est une communication d'ailleurs. C'est un thème que j'avais abordé il y a quelques années, je pense il y a 1 ou 2 ans à Paris. Et sans doute aussi en Guadeloupe, j'avais parlé de ça. Donc ceux qui ont
assister à ces conférences savent ce que c'est que le chant des souchets et comprennent très bien que c'est pas les souchets, parce que le souchet c'est une plante en fait aquatique qui pousse au bord du Nil, dont la racine est comestible. Voilà, c'est pas de cela qu'on parle. On peut pas associer les souchets au domaine d'Osiris. Il joue sur les mots, parce que ce mot dans les langues africaines ça rapporte à quelque chose de beaucoup plus important. Ok, nous sommes ici dans la description des choses très 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 importantes. Donc, mais je l'ai quand même en parler brièvement pour montrer que nous avons travaillé avec cette question et que bon, il faut simplement s'appliquer à poursuivre le travail, tout au moins à acquérir les outils qui permettent de comprendre mieux de quoi nous parlons. Voilà, donc, alors quand on dit donc que c'est la syllabe so qui définit la haute Égypte, vous savez que lorsqu'on la duplique, elle devient soso. Ok, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'elle est dupliquée, lorsque la syllabe est dupliquée, on dit soso. Bon, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà. Ici, cette scène, vous avez deux personnages importants. D'un côté, vous avez Horus, de l'autre, vous avez Seth. Je vous ai dit que Seth, c'est une divinité associée à la Haute-Égypte. La Haute-Égypte qui est So. Lorsqu'on duplique, c'est Soso. Bon, je ne parle pas de Seth parce que ça demanderait des éléments que je n'ai pas préparés, que je ne souhaite pas exposer parce que le temps va manquer. Mais sachez que So, c'est une syllabe qui permet de solutionner le nom de cette divinité qu'on appelle Seth. Bon. D'ailleurs, le Jong, souvent, permet même d'écrire son nom. Dépendamment des graphies, il y a des variantes qui sont instruites à partir du thème de la royauté, donc du Jong. Donc, c'est So. Bon. Mais, lorsqu'on questionne la geste du Mandé, vous vous rendez compte que vous avez un peuple qu'on appelle les Soso ou les Soussou, qui, à leur tête, ont un roi qu'on appelle Soumaoro Kanté, qui est l'adversaire de Sundiata. Or, je vous ai dit que dans cette image-ci, et vous le verrez d'ailleurs clairement au niveau de la revue, parce que c'est quelque chose que je décris bien aisément, eh bien, Sundiata Keita, là, c'est Horus. Parce qu'on a vu que Sundiata signifie le seigneur lion. Vous devez savoir que le lion est associé à Horus. C'est une des manifestations d'Horus. Donc quand on dit Sundiata, Sundiata pour dire le seigneur lion, sachez qu'on parle d'Horus. C'est une métaphore, un nom de victoire si vous voulez. Ce sont des choses qui existent en Afrique. On ne va pas toujours dire comme ça le nom du roi en question. C'est un thème récurrent pour désigner le roi. Parce que Horus incarne la royauté, le roi qui règne. D'accord? Il est le neveu. C'est le roi qui règne. Ok? Bon, pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que nous sommes dans un système matriarcal, mais c'est encore autre chose. Parce que je ne veux pas trop m'apesantir sur ces éléments qui ne sont pas essentiels pour comprendre. En tous les cas, le rapport que vous devez saisir ici, c'est que c'est pour le motif que Seth est associé à la Haute-Égypte à travers le genre qui se dit So, que les traditionalistes, entre guillemets, qui sont des initiés en fait mandingues, vont utiliser comme adversaire pour Horus un peuple qu'on appelle le peuple Soso. D'accord? Ça c'est clair et c'est net. Et vous devez savoir que ce Soumaoro Kanté n'est autre que cette divinité qu'on appelle Seth. Ce n'est pas un roi qui a existé. Même si ce que je dis là peut faire bondir certains sous-sous. Voilà. Et d'ailleurs, une des preuves que j'apporte, parce qu'il y en a d'autres, mais je veux simplement vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Quand vous allez aujourd'hui, je crois que c'est au Mali, il y a une région, en tout cas quand je parle du Mali, je parle de l'empire du Mali, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs pays qui sont dans ce territoire. Une région qu'on appelle Nyanankoulou. Et il y a une plaque commémorative de cet événement, parce que cet événement, enfin on parle ici de la bataille de Kirina, etc. Bon, voilà, je veux pas aller dans le détail, c'est pas essentiel pour comprendre, mais on vous dit ici disparu Soumanguru Kanté, qui est Soumaoro, on peut dire Soumaoro ou Soumanguru Kanté, ici disparu Soumanguru Kanté en 1235. Sachez que vous pouvez le chercher, vous le chercherez longtemps, parce qu'une disparition, si vous êtes un peu familier des mythes, vous allez comprendre que ce n'est pas un personnage historique. Soumanguru Kanté n'a pas disparu, il existe encore, parce que c'est une puissance dans l'univers, d'accord, qui est incarnée dans cette personne que certains vont appeler Seth. C'est lui, d'accord. Je le dis dans l'espoir que vous souhaiteriez en savoir plus. Et naturellement, j'en parle dans la revue, donc je ne fais pas que le dire, mais c'est simplement pour vous montrer
que nous sommes ici dans le domaine des certitudes. Et ce sont des lieux qui sont intelligibles pour nous et qui nécessitent d'être mieux aménagés. Parce que quand je vois cette photo, je trouve quand même ça un peu triste pour nos ancêtres et pour nous-mêmes. Car c'est quand même ici le signe d'une civilisation majestueuse. Et quand je vois le rendu aujourd'hui, les Africains ne prêtent plus vraiment attention à ce qu'ils sont, à leur tradition. C'est quand même un peu triste. Je le dis sans critique, car je sais qu'il faut en avoir conscience pour valoriser quelque chose. Mais le travail que nous faisons a vocation précisément à rappeler aux uns aux autres qui nous sommes, d'où nous venons, et pourquoi la mémoire est essentielle dans la course des peuples. On ne peut rien faire si on ne se souvient pas de qui nous sommes. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres lorsqu'ils ont fondé cet empire, l'empire du Mali. Ils se sont souvenus d'où ils venaient. Et sachez que la geste du Mandé, c'est-à-dire l'histoire, l'épopée mandingue, là, est tirée essentiellement des éléments qui viennent d'Égypte. C'est ce que je démontre notamment dans la revue, à travers les études qui sont conduites. Mais je l'ai souvent dit par ailleurs dans le cadre de certaines conférences que j'ai pu donner d'ici et de là. Voilà. Donc, et pour conclure, donc, vous devez savoir que le terme Soussou, Sossé, en fait, les Wolofs disent Sossé pour dire mandingue. D'accord? En Wolof, Sossé désigne le mandingue. Non seulement l'individu qu'on appelle aujourd'hui le mandingue, mais aussi la langue. D'accord? Donc ceux qui parlent Wolof au Sénégal, bien sûr, le savent. Ils le sauront mieux que moi. Et quand on parle de langue mandingue, on parle du mandinka qui est surtout parlé en Gambie, et en Guinée-Bissau, le malinké qui est surtout parlé au Mali, et en Guinée-Conakry, le bambara, ou bamanan qui est surtout parlé au Mali, le diakanké qui est surtout parlé au Sénégal, le soninké, etc. Le soninké également qui est surtout parlé au Sénégal. Donc ce sont des faits qui existent. Hein. Donc c'est à travers ces langues bien sûr que vous allez retrouver les éléments de base qui permettront d'éclairer cette civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne. Ça nous avons déjà compris. Nous le disons comme ça simplement pour inciter les uns et les autres à cesser un peu de répéter les mêmes choses parce que dans le fond on comprend aujourd'hui que bon, il y en a qui veulent perpétuer une tradition qui n'est pas en accord avec le paradigme qui nécessite l'étude de cette civilisation. Donc il faut comprendre qu'avant c'était bien, maintenant c'est mieux. Nous pouvons faire mieux, donc faisons mieux. Donc en Wolof, Sossé, c'est le mandingue. Hein, voilà pourquoi l'article en question que vous allez, je l'espère, lire, je l'espère lire, eh bien, pose comme questionnement la Haute-Égypte, Royaume Sosso, point d'interrogation. Hein, ici, je vous dis encore une fois, je n'ai fait que survoler des éléments, mais je sais que j'en ai déjà suffisamment dit, je pense, pour vous donner une direction. Okay. Reste à fournir d'autres aspects que je n'ai pas abordés ici. J'espère que vous aurez l'occasion, bien sûr, de le découvrir dans la rue, car au fond, c'est à travers votre engagement vis-à-vis des productions que nous pouvons bien humblement mettre à la disposition du public, que nous pouvons aussi nous perpétuer certaines traditions, notamment au niveau des publications, ce genre de choses. Je pense que je ne vous apprends rien, donc c'est important pour nous que vous participiez à cette aventure, car cette revue est avant tout la vôtre, bien sûr. Voilà, donc pour la revue en question, bien sûr, je le répète, c'est les cahiers njeli@gmail.com pour ceux qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, pour les abonnements notamment. Je vous invite à nous écrire. Nous donnerons donc la procédure à suivre pour pouvoir vous abonner. C'est la première édition, c'est une revue trimestrielle donc qui paraîtra tous les 3 mois. Celle-ci couvre les mois de janvier, février et mars. Et nous sommes déjà en mars, bien sûr, donc voilà, il est temps pour les uns et les autres qui sont intéressés à ces questions, bien sûr, de faire le pas et de nous rejoindre dans cette grande aventure, de nous aider à perpétuer en fait cette revue qui est pour nous importante puisqu'elle viendra un peu nourrir en fait ce que j'ai appelé les humanités fondamentales. Pour chercher quand ailleurs parler d'humanité classique africaine, et c'est ce qui nous permettra en fait de rénover nos lieux de souveraineté, comme j'aime à dire. Voilà. Je parlerai maintenant brièvement du programme dans le cadre de l'association pour en forme de conclusion. Nous avons plusieurs choses de prévues cette année. Le programme pour 2020 est vraiment très riche. Je ne pourrais pas tout dire ici parce qu'il est extrêmement riche. Et nous allons donc cette année, comme l'année dernière, entreprendre un voyage en Égypte, essentiellement en Haute-Égypte, avec une excursion en Basse-Égypte, c'est-à-dire dans le Delta. Maintenant, on sait de quoi nous parlons. Et nous l'avons fait l'année dernière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite, pour ceux qui peuvent, à communiquer avec les personnes qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce voyage. Ils sauront mieux que moi en parler parce que voilà, je crois que nous devrions au moins une fois dans notre vie
visiter ce pays. Je l'espère que ceux qui le feront dans le cadre de ce que nous organisons, car le paradigme n'est quand même pas le même. Nous n'y allons pas comme touristes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire réellement. Et cette photo que vous avez ici à l'image, c'est une photo qui a été prise un soir à Thèbes. Ce jour était mémorable. C'était un jour extraordinaire. J'en parle, j'ai des frissons parce que je reconnais des visages d'ailleurs qui m'ont beaucoup marqué. Et je sais que eux, comme moi, en gardent un souvenir mémorable. Je le sais. Voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Pour vous inscrire, bien sûr, écrire à l'adresse njel.yi@yahoo.com pour avoir les informations, pour pouvoir nous rejoindre. Nous engageons nous allons nous y rendre au mois de novembre. Et voilà, tous les détails peuvent suivre. Hein. Je ne veux pas m'étaler longuement là-dessus. Mais je vous invite, pour ceux qui souhaitent participer donc à ce voyage cette année, eh bien, d'écrire à l'adresse njel.yi@yahoo.com et nous nous ferons un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Ensuite, bien sûr, nous avons également un grand moment cette année qui est un voyage initiatique au Cameroun, le premier du genre en fait, parce que c'est un pèlerinage en pays Bassa, Batimpo. Nous allons rencontrer là des autorités importantes du point de vue de l'ésotérisme du peuple Bassa, donc des ressources importantes, des membres des sociétés secrètes de la tradition Bassa et confréries comme le corps, qui est la confrérie exclusivement féminine, les bagangés, les hommes léopards, enfin un ensemble de choses. Hein. Je vous invite également à écrire pour ceux qui souhaitent participer à ce voyage, je le dirais de cette façon, eh bien, à l'adresse njel.yi@yahoo.com. Pourquoi le peuple Bassa? Parce que le peuple Bassa, c'est un des rares peuples en Afrique. Il y en a d'autres, c'est sûr, mais étant donné que j'ai une facilité, point de vue de l'information, en manquerait de ce qui se passe dans le pays Bassa, eh bien, je sais que ce peuple a quand même cette facilité de reconstituer et a pu reconstituer en fait son parcours depuis l'Égypte antique. Donc, cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque nous allons en pays Bassa et que nous participons à un ensemble de choses, notamment certains rituels, et je rappelle que ce qui va être fait est ouvert au grand public. Hein. Il ne faut pas imaginer là qu'il y a des mystères, des choses. Non, non, il y a certaines restrictions qui peuvent être d'ordre alimentaire parce qu'on fait certaines choses qui, bien sûr, nécessitent d'être préparées, mais cela n'est pas... chacun peut le faire, je peux le dire avec certitude. Et, voilà, je n'en dirai pas plus de toute façon parce que ceux qui ont la crainte de ces lieux, ça veut dire qu'ils sont pas prêts de toute façon. Et ceux qui sont intéressés à ces questions savent que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que nous en bénéficions chaque jour et ce sont des portes qui s'ouvrent pour nous rendre encore plus, pour nous mettre un peu plus encore dans ce monde, hein, je vais dire ça comme ça. Donc, le peuple Bassa est important parce que quand on s'y rend, eh bien, ce à quoi nous assistons, c'est des rituels qui se rapportent notamment à cette divinité que certains appellent Osiris. Et vous devez savoir que le peuple Bassa connaît Osiris du bout des doigts. Ça, c'est clair. On ne l'appelle pas comme ça. Mais l'avantage avec ce voyage, c'est que je serai quand même là pour indiquer aux uns aux autres qui ont déjà des notions que nous avons pu développer dans nos cours, nos conférences, nos rencontres, etc. Eh bien, je vais indiquer aux uns aux autres ce qu'ils ont réellement en face d'eux, ok? Parce que souvent, on n'a pas l'œil pour voir et même souvent certains initiés au Cameroun ne savent pas nécessairement d'où ça vient, comment la chose est. Donc voilà, cette occasion, je donnerai des conférences aussi publiques pour familiariser la délégation qui va nous accompagner avec le public camerounais. Bon, j'aimerais qu'il y ait une sorte de rencontre fraternelle autour de nos traditions. Voilà, donc c'est important. Prière donc pour ceux qui sont intéressés d'écrire à l'adresse njel.yi@yahoo.com. Les inscriptions sont ouvertes et bien sûr nous comptons environ une quarantaine de personnes et je pense qu'il faut quand même indiquer que de ce point de vue quand même les places sont limitées et nous sommes déjà quand même dans un processus d'enregistrement qui est quand même déjà relativement fourni. Donc simplement pour vous indiquer que voilà, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, c'est encore temps de nous rejoindre. Nous avons également prévu cette année d'organiser le Nouvel An. C'est un peu différent des années précédentes. Nous le ferons cette année. Alors, déjà le lieu. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on célèbre le Nouvel An?
en France. Je dois quand même expliquer pourquoi j'ai souhaité que ça se passe ainsi. Cela est lié essentiellement à l'histoire parce que jusqu'à présent, je dois quand même le dire, j'avais une forme de réticence d'organiser certaines choses comme ça en France parce que je me disais que est-ce que cette terre est vraiment propice pour faire un ensemble de choses qui peuvent avoir un sens. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, eh bien, l'histoire de la France telle qu'elle nous est rendue en fait indique qu'il y a eu une longue tradition africaine en France, ne serait-ce qu'à travers les villes comme Paris, certains lieux qui manifestent la présence d'une divinité que certains appellent Isis. Donc j'ai compris à travers cette réflexion qui m'a été inspirée par des discussions que j'ai eues avec des personnes impliquées dans ce projet, qu'il fallait effectivement peut-être renouer avec cette tradition, car si nos ancêtres ont été ici et on pense, enfin je dis ici, c'est-à-dire en France, et on pensait qu'il fallait là bâtir des temples consacrés à cette divinité, c'est bien qu'il y a l'énergie nécessaire pour faire l'ensemble de choses positives pour les uns et les autres. Car le nouvel an, c'est pas simplement se rencontrer, c'est pas une occasion de beuverie, c'est bien plus que cela. Voilà, donc cette rencontre est un peu particulière, je n'en dirai pas plus car il y a un aspect bien sûr exotérique qui est pour la première partie, donc consacrée à l'accueil, une conférence que je vais donner. Le thème va être précisé. Il y aura également des échanges autour de certaines victuailles, ce genre de choses, ce qu'on rencontre généralement dans nos communautés. Les enfants sont naturellement sollicités dans ce cadre-là parce que nous aurons des ressources pour les occuper, pour qu'ils puissent un peu s'imprégner de cette manière, de ce paradigme, de cette manière de célébrer le nouvel an. Et la seconde partie qui va débuter en soirée, bon, elle est réservée à des personnes qui vont s'inscrire. Pourquoi réservée? C'est simplement parce que nous allons accueillir à cette occasion des ressources qui viennent de loin. Donc, il y a un aspect, il faut participer aux frais. Voilà, c'est pour ça que c'est réservé à ceux qui vont s'inscrire. Mais ça va être... Et c'est une des raisons pour lesquelles j'insiste. Pourquoi j'en parle ici? Parce que les ressources que nous allons mobiliser à cette occasion, j'en ai parlé brièvement il y a quelques semaines à Paris, pour ceux qui étaient présents à la conférence que j'ai pu donner, notamment autour du vaudou, eh bien ce sont des ressources importantes. Ok? Donc, voilà, je vous invite, je n'en dirai pas plus, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire, je vous invite à vous inscrire, et ce sera un grand moment. Voilà ce que je peux dire. Ce sera un grand moment de fraternisation, autour de certains symboles imminents pour nous. Voilà. Ce sera très important. Voilà. Si ce n'était pas important, je n'aurais pas insisté. Donc, pour vous inscrire, je le dis, donc c'est njel.yi@yahoo.com et c'est important car je ne sais pas si nous aurons à l'avenir l'occasion de le refaire. C'est possible. Ça reste à voir, mais cette année, j'ai voulu que ce soit quelque chose d'inédit. Et naturellement, ceux qui auront l'occasion de participer à cette rencontre sauront pourquoi j'ai insisté autant. Voilà. Ok, donc bien sûr, nous avons également les cours qui continuent, les cours formation aux humanités fondamentales, notamment à la méthode Kuma. Nous avons prévu cette année de nous dépayser un peu, notamment pour ce qui concerne la cohorte française, ceux qui sont en France. Nous allons organiser les cours cette année à la Flèche, dans la Sarthe. C'est un lieu un peu de campagne, voilà. Et puis, j'ai voulu que ça se passe comme ça, qu'on soit un peu dépaysé, parce que ce sont des formations intensives qui durent un week-end, mais qui sont très 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 chargées. Voilà. Donc, il faut être prêt pour ça. Et naturellement, à côté de cela, nous ne faisons pas que se former à la lecture des caractères sacrés égyptiens. Il y a d'autres aspects que nous abordons et souvent nous avons besoin d'un certain environnement pour que les choses soient faites comme il faut. Voilà pour ce qui concerne les cours. Donc, prière pour ceux qui sont intéressés aux cours de vous inscrire à la même adresse, njel.yi@yahoo.com. S'il y a des questions, naturellement, n'hésitez pas également à les poser à la même adresse, car malheureusement, c'est pas toujours moi qui m'occupe de ces aspects. Et donc souvent, je sais qu'on me pose parfois des questions lorsqu'on a l'occasion comme ça de m'avoir brièvement, soit sur Facebook, ce genre de choses. Mais bon, je fais toujours du mieux que je peux. Mais généralement, comprenez que j'ai pas beaucoup de temps souvent à passer sur Facebook. Vraiment, je fais vraiment le minimum. Mais je sais que c'est important parce que je sais que c'est un outil essentiel pour le travail que nous faisons. Mais je préfère comme ça que ceux qui ont des questions soient habitués à communiquer via ce email qui est consacré vraiment
à cet objet, c'est-à-dire répondre aux questions, les inscriptions, etc. C'est ce qui nous permet vraiment de travailler dans de très bonnes conditions. Voilà. Et naturellement, la méthode Kuma, qui est l'objet essentiel de la formation que nous donnons, la lecture analytique des caractères égyptiens. La méthode Kuma, c'est la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes. Nous avons déjà produit un certain nombre de fascicules que je présente ici brièvement. Ce sont les fascicules que vous pouvez avoir en vous inscrivant au cours, car malheureusement, ils ne sont pas en vente. Ce sont des fascicules qui sont consacrés à la formation à la lecture des caractères sacrés égyptiens. Je pense que c'est une matière intéressante. Je pense que chacun doit s'y intéresser et naturellement nous sommes là bien sûr pour accompagner les uns et les autres pour pouvoir maîtriser en fait cette matière, car de ce point de vue là il n'y a pas de prérequis, parce qu'on peut parfois s'imaginer que c'est compliqué, c'est complexe, il faut peut-être savoir maîtriser telle chose avant. Non, je peux même dire que je suis la preuve vivante que ce n'est pas essentiel, et nous donnons des cours partout dans le monde, notamment en Guadeloupe, en Martinique, en Côte d'Ivoire. Ça a été fait. J'espère le refaire cette année. J'espère que ça va être possible. C'est en réflexion. Et en France, évidemment. Donc, il n'y a pas de prérequis. Il ne faut pas être effrayé par cela. Moi, je crois qu'au contraire, nous avons un monde à découvrir. Et plus nous sommes nombreux, mieux c'est, parce que nous allons pouvoir densifier, en fait, pour faire faciliter les productions dans le cadre des unités classiques africaines qui vont bien sûr enseigner notre patrimoine historique et nous permettre vraiment de produire des outils pédagogiques pour la jeunesse qui a soif de connaissances et qui doit naturellement s'inscrire dans un paradigme qui lui permettra de mieux être dans ce monde. Voilà. Et pour conclure, nous avons cette année une rencontre importante qui est une rencontre scientifique, Kumaba 2. La première édition a eu lieu à Paris l'année dernière. Cette année, c'est en Guadeloupe. Et je m'adresse ici prioritairement au public guadeloupéen, mais il se trouve que nous avons quand même pensé que s'il y avait en France, en Europe ou ailleurs, au Canada, peu importe, des personnes qui souhaitaient prendre part à cette rencontre scientifique, eh bien, l'association Njeli a mis en place un système qui permet vraiment de se joindre au groupe et d'avoir une sorte de prise en charge depuis le lieu de départ. Voilà, donc d'où ce flyer, mais en réalité, c'est une rencontre qui va se dérouler en Guadeloupe, donc prioritairement consacrée au public guadeloupéen, et nous travaillons dans ce cadre-là avec l'association CEMAR, qui est une association guadeloupéenne qui travaille dans le domaine précisément des humanités classiques africaines, des humanités fondamentales, et dans le cadre de cette rencontre scientifique, nous allons recevoir plusieurs ressources, essentiellement dont le travail porte essentiellement précisément sur les humanités classiques africaines, mais pas seulement, car nous aimons aussi la contradiction et nous aurons certainement l'occasion, bien sûr, d'avoir des échanges riches dans ce sens. Pour ce qui me concerne, j'aurai à cette occasion la possibilité donc de présenter mon dernier ouvrage qui était intitulé La méthode Kuma, Principes généraux des lettres symboliques éthiopiennes. C'est un ouvrage que vous pouvez dès à présent trouver à la librairie Taméry à Paris, pour ceux qui connaissent. Et naturellement, j'aurai aussi l'occasion de présenter donc cette revue, la revue Kumaba, les origines égyptiennes des Mandingues. J'aurai l'occasion d'y revenir, ce sera pour moi avec bonheur. Et j'ai déjà des habitudes en Guadeloupe. C'est un pays qui mérite réellement d'être connu. Je pense que je le dis en tant qu'Africain du continent, parce que je sais que les Africains du continent n'ont pas toujours la présence d'esprit de se rendre dans ces lieux chargés d'histoire, car ce sont des lieux qui ont été naturellement pratiqués par nos ancêtres et leurs descendants, bien sûr, qui sont nos frères, nos sœurs, ils sont encore aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir aussi une familiarité, c'est-à-dire se développer comme ça des rapports, des relations qui permettent vraiment d'entretenir cette flamme, ou tout au moins de renouer avec la grande histoire de l'unité africaine, qui est la condition essentielle à la Renaissance africaine, car la Renaissance africaine ne se fera naturellement pas sans les peuples guadeloupéens, martiniquais, guyanais, réunionnais, etc. Donc ces peuples qui aujourd'hui sont dans des territoires qui ont été des territoires quand même de souffrance, même si aujourd'hui on n'a pas toujours cette perspective, mais quand on visite un pays comme la Guadeloupe ou la Martinique, on rencontre quand même des lieux chargés d'histoire qui nous rappellent cette douloureuse
mémoire. Voilà, donc j'espère que ce que nous avons pu décrire aujourd'hui vous a contenté. Je terminerai par deux citations du professeur Cheikh Anta Diop. La connaissance de son vrai passé, quel qu'il fût, voilà le fait important. Cela suppose une activité de recherche qui se déploie entièrement sur le terrain scientifique, à l'abri de toute interférence de l'idéologie. Donc je reprends. La connaissance de son vrai passé, quel qu'il fût, voilà le fait important. Cela suppose une activité de recherche qui se déploie entièrement sur le terrain scientifique, à l'abri de toute interférence de l'idéologie. Le rôle de l'histoire dans l'existence d'un peuple est vital. L'histoire est un des facteurs qui permettent la cohésion des différents éléments d'une collectivité. Sans la conscience historique, les peuples ne peuvent être appelés à de grandes destinées. Le rôle de l'histoire dans l'existence d'un peuple est vital. L'histoire est un des facteurs qui permettent la cohésion des différents éléments d'une collectivité. Sans la conscience historique, les peuples ne peuvent être appelés à de grandes destinées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur le chemin de la connaissance.